Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues. C'est l'émission dans laquelle nous revenons en compagnie de Corentin. Salut. Sur des albums de bande dessinée que nous avons lus et dont nous avons un petit peu envie de vous parler pour en dresser les qualités, les défauts, les limites, ce qu'on en a pensé, un peu extraire la substantifique moelle de ces lectures et tout simplement vous proposer, si vous êtes en manque d'idées de lecture ou que vous avez simplement envie d'écouter de ce que je disais toujours, deux connards sur un canapé parler de bande dessinée, bien vous êtes au rendez-vous, hein, vous êtes là vraiment au meilleur endroit pour le faire. Corentin, on a une émission assez chargée au final, je crois. On va extraire beaucoup de moelle substantifique. Effectivement, avec six albums, hein, c'est ça, qui sont prévus avec vraiment un petit peu de tout. Alors il y a une touche de super-héros, il y a beaucoup d'indés. On fera un spécial Dawn of DC prochainement, hein, pour faire un peu le débrief avec là les 5 premiers tomes qui sont parus chez Urban Comics. On en fera une grosse dose de super-héros. Et en attendant, là c'est pas mal de titres qui sont sortis là, ce début d'année entre février et mars 2024, avec ce que je disais, une touche de super-héros, puis un peu d'horreur, un peu de voyage dans le temps, un peu de contrôle mental et un petit peu de voyage spatial. Ça fait pas mal de choses. L'idée, c'est toujours de vous montrer un petit peu toute la diversité de la bande dessinée américaine, telle qu'elle est faite par ses auteurs et ses artistes. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, le premier album que nous chroniquons, c'est une nouveauté qui nous vient de chez Delcourt. Ça s'appelle Dark Ride. C'est le premier tome d'une série prévue en 3. Donc, c'est écrit par Joshua Williamson et c'est dessiné par Andrei Bressan, les deux qui ont fait déjà chez Delcourt la série Birthright. Et ici, on s'intéresse plutôt à une aventure d'horreur qui se situe dans un parc d'attractions. Qui est mystérieusement hanté, on va dire peut-être, et en fait le fils de celui qui a construit ce parc d'attractions essaie justement de développer une nouvelle attraction pour faire peur, puisque justement avec le temps les gens ont de moins en moins peur et le parc commence un petit peu à être délaissé, et donc il essaye de fomenter des plans pour en fait raviver l'excitation dans le public. Et en même temps il y a sa sœur qui débarque aussi, donc des querelles de familiales, et en parallèle de ça on suit aussi le destin d'un jeune gamin qui vient d'être employé, qui disparaît mystérieusement et dont la sœur va partir enquêter. Tout ça se mêle un petit peu, c'est mi-thriller, peut-être comédie noire un petit peu par certains aspects. Ça dit pas mal de choses aussi sur effectivement l'évolution, on va dire l'appétence du public, les tendances dictées par le public à l'heure moderne. Ça parle un petit peu aussi de vidéos et de réseaux sociaux. Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier tome? Il s'arrête où ce tome en termes de numéros? C'est les 6 premiers. C'est les 6 premiers. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bien. C'est une bonne histoire pour commencer. Enfin, c'est une bonne histoire, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ce que ça décrit en fait, avec un côté un peu amusant, c'est cette obsession en fait très américaine pour l'imaginaire qui se trouve au sein d'un parc d'attractions. C'est-à-dire que généralement, quand vous allez dans un parc d'attractions, c'est pour vous couper un peu du monde. Et les bons parcs sont ceux qui vont réussir à maintenir cette illusion suffisamment longtemps pour vous faire passer une bonne journée. C'est-à-dire quand vous allez à Disneyland Paris, quand vous allez au parc Astérix, il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de règles. La seule règle, c'est grosso modo de s'amuser et de consommer. Voilà, c'est pour ça que c'est la destination préférée des gamins, parce que justement, ça fait monde magique de leur point de vue. Ouais, c'est une attraction, c'est en immersion. Tout à fait. Et aux États-Unis, en fait, c'est un vrai mythe, la construction du parc Disneyland, Disney World, par Walt Disney. Il y a clairement des hommages à Walt Disney et des clins d'œil même à l'historique de Disney en tant que marque, en tant que groupe dans cette BD. Notamment, par exemple, le côté l'héritier, qu'est-ce qu'il a fait de la boîte. L'héritière aussi, on peut penser un petit peu à toutes ces nanas du club Disney, du club Mickey, qui après ont grandi et ont revendiqué une sexualité plus libérée, on va dire. Parce que là, la fille en question, Halloween, comment elle s'appelle déjà? C'est quoi leur nom de famille, du coup? J'ai oublié. Seasons. Non, ça c'est le gamin qui débarque. C'est Dante, non? Je sais plus. Bref, donc Halloween, qui est la fille du fondateur, elle a ce côté un peu Lindsay Lohan, elle a ce côté un peu Miley Cyrus. Ouais, très Miley Cyrus. Mais spécialement pour les codes du film d'horreur. Alors globalement, c'est pas extrêmement peur. Je pense pas. Non, c'est pas un titre horrifique. C'est pour ça que je te parlais un peu de comédie noire aussi, parce que
faut le voir plus dans l'horreur façon fais-moi peur chair de poule, Oui, c'est plutôt ça, qu'un truc qui serait vraiment horrifique et en qui plus, serait là pour te faire flipper. il y a déjà eu des chairs de poule qui se basaient dans des Dans des parcs d'attraction. Il y a toute une imagerie avec Les clowns, les marionnettes. les clowns, même dans Killing Joke, vous avez ce moment où Joker dresse son plan à travers un parc d'attraction. Et c'est vrai que comme c'est un lieu qui est associé à l'enfance, il y a aussi ce côté un peu les personnages mascottes qui ne parlent pas. Il y a ce côté les accidents qui ont pu arriver sur les parcs d'attraction et toute cette espèce de petite légende mystique. Et même si on regarde le vrai Disney, il y a les Pirates des Caraïbes qui font un peu peur parce que des enfants, parce que c'est des animatroniques, tu vois, on se dit si jamais ils pètent un câble et tout. Donc c'est tout un code, enfin tout un genre en fait, le parc d'attraction qui part en vrille, comme Jurassic Park par exemple, où il y a beaucoup de blagues sur le sujet. Et là c'est bien fait parce que justement ça tape dans des codes qui sont effectivement très tarte aux pommes de l'horreur, on va dire. C'est le petit diable, le petit diablotin, voilà. C'est des références à Jaws, c'est des références au slasher, c'est des références à toute une imagerie en fait de l'horreur un peu pour petits et grands, qui voilà, avec les vampires, les momies, les loups-garous, tout ça, qui cherchent pas à se compliquer la vie, et ça fait un truc qui finalement décrit bien le côté un peu consumériste qu'on peut avoir avec les périodes d'Halloween, avec les périodes de l'horreur, ces codes très rouges, très orangés, très noirs. Donc c'est plutôt une belle d'atmosphère en fait, et qui dit des trucs assez intéressants justement sur les gros fans justement de parcs d'attraction. Je pensais beaucoup à Phobos en lisant cet album-là, tu vois, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vachement intéressés à comment ça marche un land, comment c'est designé, toute l'économie et la science et l'art qui va avec tout ça. T'as une petite carte qui est plutôt sympathique d'ailleurs, même avec qui liste toutes les attractions et qui est vraiment calquée sur les modèles des cartes de vrais parcs d'attractions. Enfin moi mon modèle ayant grandi en Alsace, c'est Europa Park, où en fait tu kiffes regarder le dépliant et voir toutes les représentations des attractions, te dire je vais aller ici, celle-là elle a l'air incroyable, celle-là elle fait tout ça, elle fait toute cette taille et tout ça, et tu le retrouves aussi dans le plan qui est dans l'album de ce fameux Devilland, qui participe à l'immersion aussi en fait. Tout à fait. Et là justement t'as ce truc là, et t'as ce côté aussi un petit peu Zombielénium, on va dire, parce que évidemment en France on a Zombielénium qui est déjà un parc d'attractions teinté horreur dans la banlieue, enfin dans les régions françaises, mais qui est plutôt un côté satire de la vie de bureau. C'est un peu The Office, Zombielénium, si on voit plus. C'est de Arthur Depince, c'est ça? Ouais, à Depince, ouais. C'est un peu, on voit plus la vie des employés sur place et l'histoire de ce héros qui en fait a un père de famille qui a rien à foutre là et qui devient peu à peu une sorte de Hellboy. Là, on a ça au début, effectivement, comme tu l'as dit, on est introduit dans l'histoire par un personnage qui ne va pas être le héros, donc Owen, qu'on pense. C'est ça, Owen Seasons. Voilà, qui est là pour nous prendre par la main et en fait nous faire vivre cette expérience justement de fan d'horreur qui a cette espèce de mec du divertissement qui est le Devilland. Ça twist direct, ce qui est plutôt bienvenu en l'occurrence. Et une fois qu'on a découvert les deux héritiers, on comprend que c'est plutôt une saga familiale, un peu plus à la Buffy, j'ai envie de dire, parce que c'est là que tu parles de comédie noire. C'est de l'horreur un peu aussi pour ados qui éclabousse, où on sait quand il faut mettre les faits. C'est des codes de séries américaines très très connus. Il y a beaucoup de cliffhangers de fin qui sont faits pour justement mettre des coups d'accélérateur, puis ensuite on revient à une sorte de statu quo, tranquillité. On voit que ça va vachement dans les dynamiques relationnelles entre les personnages. On comprend qu'il y a une petite romance qui se tisse à un endroit, qu'il y a le daron qui va finir par apparaître du néant parce que lui on le voit pas, c'est le mec dans son château et tout. Donc c'est des codes qui sont très empruntés mais qui fonctionnent très bien parce que il y a pas 40 en fait BD qui utilisent ce terrain en fait de la success story à l'américaine du parc d'attraction mélangé à de l'horreur. Il y a des bons designs, genre le design du premier de la mascotte officielle du Mickey en fait de ce parc-là, qui est un petit diablotin avec un grand sourire très efficace, ouais. Voilà, c'est unanime, enfin. Mais même Halloween, cette image-là, t'es gamin, tu la vois, tu grandis, tu continues à la regarder, elle a toujours un côté un peu mystérieux dans le regard qui te fait flipper, une simplicité et tout, vas-y. Non, mais de dire aussi même sur le design des personnages, parce que je trouve que Halloween, et justement l'éditeur a choisi de la mettre en couverture parce que c'est la couverture du 3e numéro en VO, il me semble, et donc ils l'ont choisi pour mettre la couverture du premier tome pour la VF, et je trouve que son chara-design il est mortel, quoi. En fait, avec ses cornes, avec ces chignons là, ouais, ça c'est trop bien. Ouais, tout à fait. Halloween d'ailleurs, qui est un personnage qui, du coup, comme je disais tout à l'heure, a une sexualité. C'est là que c'est pareil, ça fait un peu Buffy sur les bords, parce qu'il y a ce côté, ouais, nous on aime bien, enfin on n'est pas contre faire saigner un gamin, on n'est pas contre une héroïne qui aime bien baiser, et voilà. Comment dirais-je, l'héritier, le vrai personnage principal, qui lui vraiment est tiraillé dans son historique familial parce que justement il a été marié à quelqu'un, il a fait un gamin, mais en même temps il comprend que c'est un peu son destin de reprendre la boîte familiale, mais c'est un raté, il arrive pas vraiment à diriger le parc. Il y a pas mal de mécaniques qui c'est un peu ça, ouais. Il y a pas mal de mécaniques qui marchent bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, le lien est assez bien trouvé. Donc voilà, enfin ça fonctionne bien parce que c'est bien écrit, c'est sincère, c'est bien foutu. Williamson, il est généralement bon sur le marché indépendant.
Si vous l'avez découvert que avec ses essais chez DC Comics et vous n'avez pas été convaincu, il est bien meilleur quand il connaît, quand il comprend les personnages. Et même lui le dit, il a une technique d'écriture qui est très différente quand il possède vraiment ce qu'il écrit. C'est ce qu'il avait dit quand il avait fait les Rogues, un super album aussi en Black Label, c'est qu'il l'avait traité comme Birthright, comme ses autres créations originales. Et effectivement, c'est un cran au-dessus des Dark Crisis et tout, qui sont quand même des bonnes histoires pour les nerds, mais là, ça va un peu plus loin. Quelques belles scènes avec les mascottes aussi, les mascottes, les mascottes, enfin les cast members qui sont dans des costumes intégrales. Ouais, je sais pas comment tu les appelles. Les cast members, je dis en général, mais... vous voyez, c'est les mecs qui sont déguisés en Captain Crochet. Mais pour moi, c'est les mascottes, quoi. Mais du coup, il y a quelques belles scènes. Les figurants, je sais pas comment tu fais. Ouais. C'est plutôt violent, c'est plutôt graphique. Ça fait le boulot. Voilà, simplement. Si vous aimez bien Disneyland, ça va bien vous faire plaisir. Ouais, carrément. Donc c'est à découvrir aux éditions Delcourt. En plus, pour 15,95 €, donc c'est plutôt accessible ce genre de tarification. Ça ce dessin, ça ce graphisme de dessin animé un peu aussi qui passe bien. Ouais, non, mais Brassan, il est vraiment bon, quoi, sur le truc. Il y a pas de fausses notes, en fait. C'est lisible, le chara-design, le trait, son ancrage et tout. Je trouve que ça marche super bien. Ça fait vraiment que c'est, après, forcément, tout, chacun aura ses goûts, mais je trouve que c'est quand même un dessin qui est très accessible, en tout cas, qui va pas beaucoup cliver, mais, ça veut pas dire qu'il n'a pas de personnalité non plus ou qu'il a pas de caractère, quoi. Mais juste que c'est quelque chose qui plaît, à mon sens, qui plaira facilement aux yeux de n'importe qui a déjà lu un petit peu de bande dessinée, américaine. Très bien, Corentin. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, Ultimate Invasion, donc ce sera la touche de super-héros de ce podcast. Il y a un super vilain après. Ouais, mais c'est pas du mainstream, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du Marvel ou des DC. Ultimate Invasion par Jonathan Hickman, par qui c'est dessiné de nouveau, Corentin? Brian Hitch. C'est ça, oui, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est pour le symbole, celui qui a tué l'univers Ultimate versus celui qui lui a donné la vie. C'est ça. Donc pour faire une sorte de synthèse et de passage de relais. Tu veux où j'y vais? Vas-y. Alors, Ultimate Invasion, pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas suivi du tout de la continuité de l'univers Ultimate, on rappelle que c'est une initiative éditoriale qui a été lancée en 2000, donc au tout début du 21e siècle, pour créer une porte d'entrée vers de nouveaux lecteurs, vers de nouveaux aussi artistes scénaristes, évidemment. C'était l'idée de refaire en fait les premières années des grands héros de la Maison des Idées, mais justement sans s'embarrasser des 40 années passées, parce qu'à l'époque on est en 2000, donc ça fait 40 ans que Spider-Man et tout ça existe. Et l'idée c'est vraiment de se dire en fait est-ce qu'on peut faire démarrer les aventures sans obliger les gens à lire, avec tout le respect qu'on leur donne bien sûr, les comics de Stan Lee et de tous ses collaborateurs, puisque c'est quand même daté maintenant, c'est une époque, et donc c'est pas forcément facile de lire cette narration et ces dessins d'il y a 40 ans. Oui, voilà, mais donc l'idée c'était d'adapter tout ça avec un truc qui était moderne, qui était aussi ancré plus dans le réel, c'est-à-dire avec un monde où il y avait des téléphones portables et internet, et voilà, et que ce soit plus accessible pour les nouveaux lecteurs. Oui, puis aussi à l'aune d'un bouillonnement créatif, il y a eu beaucoup de nouveaux univers qui se sont lancés dans les années 90, et Marvel a dû réaliser en fait qu'il commençait effectivement à avoir un peu de rides et un peu de poussière sous les bottes, quoi. De fait, c'est beaucoup Brian Bendis et Mark Millar qui vont lancer cette initiative-là, et qui vont ensuite après gouverner à deux Marvel pendant le gros des années 2000. Jeff Lobb ça va faire aussi beaucoup de travail sur l'univers Ultimate, pas forcément ça qu'on retient parce que c'était pas les meilleures périodes, simplement. Donc on commence avec effectivement une nouvelle équipe, un nouveau Spider-Man, une nouvelle équipe de Avengers qui s'appelle les Ultimates, et on va suivre en fait cette espèce de saga qui va tenir sur 4 ou 5 titres, voire ensuite 3, voire ensuite 2, vraiment. Principalement du coup les Ultimates Spider-Man, les Ultimate Fantastic Four et un peu les Ultimate X-Men, mais ça va pas non plus durer très très longtemps. Et puis Marvel en fait commence à réaliser que le piège se referme sur eux, puisqu'en fait tout l'intérêt de cette continuité c'était qu'elle était accessible et perméable, mais les comics au bout d'un moment ça ne peut plus être accessible et perméable puisque ça accumule des numéros et des numéros et des numéros et des numéros, et quand on arrive à plus de 100 numéros d'Ultimate Spider-Man, on peut dire à quelqu'un oui tu commences par le début si tu veux, mais si tu veux comprendre tel arc, il faudra que tu lises Ultimates 3, il faudra que tu lises Ultimatum, et nanana. Et donc, en fait, Marvel commence à se dire, merde, ça y est, ça ne fonctionne plus. Les gens, à cause de Jeff Lobb en partie, se sont lassés un petit peu de l'univers Ultimate parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont pas bonnes, enfin, qui sont ratées ou qui sont même trop vulgaires. Ça plaît pas aux gens, à ce moment-là, en fait. Et donc, Marvel veut tuer l'univers Ultimate et il sait pas comment faire. Parce que il y a Miles Morales qui est arrivé entre temps, et que Miles Morales, les gens, ils adorent. C'est un carton, ouais. Voilà. Et à côté de ça, Hickman débarque,
pour faire un début de run sur les Ultimate Comics 2. Ultimates qui marche bien aussi parce qu'on a créé le Maker qui est donc une version de Ultimate Reed Richards qui a suivi en fait son plan de toujours vouloir tout contrôler, jusqu'au point où en fait il réalise que la seule façon de tout contrôler, c'est de devenir un dictateur, c'est de créer une nouvelle espèce humaine, c'est de préparer en fait l'humanité aux menaces de demain, parce que lui il a vu une vision, il a vu un truc qui allait arriver, il fallait qu'il fasse une grosse upgrade de l'espèce humaine en créant des mutants qui seraient à la fois des élèves de la science, des élèves des pouvoirs, qui pourraient comprendre la magie comme un phénomène tangible, etc., etc. Malheureusement, ce run-là, il va être sabordé en plein milieu parce qu'il va devoir faire autre chose. Et il reste des idées qui sont laissées en friche. Et finalement, quand Hickman revient, c'est pas juste pour faire la suite de ça, c'est pour faire en fait la fin de l'univers Ultimate avec Time Runs Out et ensuite Secret Wars. Et donc dans Secret Wars, on t'explique que un Docteur Doom, enfin le Docteur Doom 616 ou Prime Docteur Doom, a mélangé en fait différentes réalités fracturées qui sont détruites en s'entrechoquant pour faire le Battle World. Enfin, pour refaire un Battle World. Et de ce Battle World, une mission finale va être tentée de restarter le multivers, notamment avec Franklin Richards. Donc tout ça, c'est beaucoup de continuité à digérer, c'est pas forcément utile de le savoir pour rentrer dans Ultimate Invasion, puisque Ultimate Invasion... Au cœur, je me rappelle qu'au cœur du Battle World, il y a Molecule Man, non aussi, oui, alors si tu veux qu'on rentre là-dedans, il y a aussi le passage avec Kang, où il y a avec les différents Kang et tout, c'est beaucoup de continuité, c'est vraiment une crisis, Secret Wars, c'est une crisis à la DC, dans ce sens où c'est vraiment très récompensant pour ceux qui ont suivi l'univers Marvel depuis au moins 15, 20 ou 30 ans. Et c'est très bien fait, mais effectivement, on va pas vous dire de lire 40 tomes avant de commencer Ultimate Invasion parce que, non. Voilà, c'est évidemment pas le but. Le but, c'est de créer une nouvelle continuité Ultimate. C'est ce que Hickman veut faire et c'est ce qu'il a entamé après avoir fait Krakoa et en parallèle de Gods, qui est un truc complètement pourri. Pour le coup, on en reparlera quand ça sera terminé. Mais pour l'instant, c'est un énorme coup d'épée dans l'eau. Donc le vrai gros projet de Hickman actuellement, c'est la nouvelle saga Ultimate. Il a dit, on va faire une nouvelle porte d'entrée, et pour ça, il faut me laisser les commandes. Sauf que lui, justement, il avait cette idée avec le Maker, qu'il avait commencé à poser dans Ultimate Comics 2. Ultimates. Et il la reprend. Il dit, ok, le Maker, il est pas mort. On l'a pas tué à la fin de Secret Wars. On l'a enfermé. Mais c'est le Maker. Et donc, c'est l'être humain le plus puissant sur Terre, enfin, le plus intelligent sur Terre, avec le frère Reed Richards. Évidemment, il va s'enfuir. Évidemment, il va disparaître. Et il disparaît dans une réalité où il est impossible de le retrouver selon lui. Il explique aux Avengers, vous n'arriverez pas à me retrouver. Et quand il arrive sur place, il fait ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire qu'il fait sa terre à lui. Il va intervenir dans le continuum espace-temps pour bloquer des apparitions de super-héros particulières. Par exemple, il va empêcher l'araignée de mordre Peter Parker. Il va faire enfermer Thor. Il va faire plein de trucs en fait qui vont faire en sorte qu'il n'y a pas d'Avengers pour l'empêcher de nuire. Et donc après, il va faire un monde à son image avec différentes grandes factions qui vont gouverner. Et on débarque là-dedans en fait. Après un gros time jump, on découvre Howard Stark, qui est un personnage qui est une figure régulière de la bibliographie de Hickman, qu'il a beaucoup utilisé dans la série S.H.I.E.L.D., enfin la famille Stark en général, et qui lui en fait est Iron Man, et qui connaît le Maker. Et donc on va voir le Maker, qui est en fait l'être le plus puissant sur Terre, et qui gouverne en fait l'espèce humaine avec différentes factions d'individus. Alors il y a les Romanoff, il y a des Hulk qui travaillent pour le Maker. Il y a différents grosso modo groupes, et on voit en fait une armée de super-héros qui ressemble beaucoup à Iron Man, à Captain America et Thor, fondre sur le Maker, apparaître du néant, fondre sur le Maker, et en fait on réalise qu'il y a une guerre qui s'opère entre le Maker du présent et une puissance adverse qui existe que dans le futur et qui veut le tuer dans le passé. Déjà là on rentre dans le vrai Hickman, tu vois, le Hickman du plaisir, le Hickman qui a bien envie de te casser les couilles avec comment c'est cohérent, comment c'est possible, c'est cohérent, c'est possible, juste fais pas chier. Écoute ce que je te raconte. Moi, très honnêtement, donc ça c'est le début, je peux pas vous expliquer plus que ça, parce qu'après on rentre dans le spoil. Ça va très vite, c'est 4 numéros. Et c'est vraiment 4 numéros qu'on pourrait considérer aussi comme une sorte de crise, mais qui sont condensés. Et même à la fin, t'es pas tout à fait sûr que ce soit vraiment cohérent, puisque ce qui se passe est le vilain ou le héros qui intervient pour faire en sorte qu'on mette le Maker de côté. Spoiler alert, dans les prochaines séries Ultimate, dont on n'aurait pas parlé du Maker parce que il a été mis de côté. C'est pas très clair. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Probablement que ça servira un jour, on sait pas. Alors, pour résumer, c'est vraiment de la nerderie qui fait plaisir. Voilà. On a beau dire, nous, les super-héros, c'est pas accessible, etc. C'est vrai, il y a des problèmes quand on a envie de commencer un comics et qu'on n'a pas envie de se taper justement 40 tomes. Mais quand on lit l'univers Ultimate depuis qu'on a 15 ou 16 ans,
même 13 ou 14 ans, et que on a suivi tout ça parfois fidèlement et en se faisant violence pour continuer parce que ça a parfois été un peu nul. On arrive là-dedans et on se fait vraiment plaisir. On retrouve pour moi, meilleur super vilain de l'univers Marvel. Le Ultimate Red Richards, c'est un travail de longue haleine, passé entre plein de scénaristes qui ont vraiment fait du bon boulot pour le rendre terrifiant, pour le rendre dégueulasse, pour le rendre même cohérent dans sa pensée. Ouais, parce que tu comprends ce qu'il veut faire, en fait. Oui, mais c'est tout à fait logique, en fait. C'est un vrai sale type, mais tu captes pourquoi il agit comme ça. Et c'est exactement, justement, alors c'était, je sais plus quel événement, c'était Bendis qui avait écrit le moment où on découvrait que c'était Red Richards, le salaud, dans je sais plus quelle histoire. C'est exactement un truc qui est resté, en fait, logique du début à la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, si tu pousses la logique de Red Richards, c'est parfaitement crédible de se dire, bah oui, mais moi, en fait, si je prends la Terre sous cet angle-là, il y a plus de super-héros, il y a plus de super-vilains, il y a juste des factions qui, en fait, se font la guerre, mais pas pour le contrôle des pouvoirs, juste parce que l'être humain a besoin de faire la guerre. Et c'est tout. Et comme ça, en fait, on est en paix tout le temps. On a juste besoin que deux pays se fassent la guerre, et puis après, le reste du temps, ça change, etc. Donc, c'est toujours aussi bien écrit, c'est bien narré, surtout parce qu'en fait, tu rentres cette réalité-là comme dans des chaussons. Pas besoin qu'on t'explique tout de A à Z. C'est directement organique, c'est naturel. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour les séries de Hickman par le passé. Mais pour moi, il a vraiment pris un step-up depuis Krakoa, de toute façon. Il y avait vraiment que c'est Ultimate Fantastic Four que je trouvais supérieur à ce qu'il a fait sur Krakoa, personnellement. Et pour moi, ça restera sa meilleure série de tous les temps, je pense. Mais là, vraiment, voilà, on arrive là-dedans et on se dit, putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tel personnage, du coup, il est plus là. Mais comment est-ce qu'il va montrer une nouvelle saga Ultimate avec ça? Parce que du coup, là, tout est expliqué. Il y a pas de super-héros et tout. Et en fait, tout se déroule sous tes yeux et se détricote et tu comprends très bien où est-ce que ça veut t'emmener. C'est vraiment plein de promesses. C'est une vraie, c'est comme le numéro DC Universe Rebirth, tu vois, à l'époque, où vraiment tu dis putain, ça y est, il se passe un truc et tout. Et vraiment, t'as envie d'y aller, t'as envie de voir le tapis rouge se dérouler. C'est plutôt joli en plus, parce que effectivement, comme c'est Brian Hitch qui fait du bon Brian Hitch en l'occurrence, ça te rappelle pareil ces vieux souvenirs des séries Ultimate. Il est au même niveau que dans les Ultimates. Moi, je trouve vraiment son style n'a pas, c'est un bon point et un mauvais point. Son style n'a pas évolué, entre guillemets, depuis 20 ans. Non, mais pourtant, moi, je me rappelle d'il y a quelques années où on était là sur son Justice League période Rebirth, où justement, c'était le mouton noir, tu vois, c'était pas beau. Et ces personnages de DC, c'était pas beau. Et peut-être qu'il est meilleur chez Marvel aussi. Hein. Bah ouais, peut-être qu'il a effectivement, plus de facilité à dessiner ces personnages-là, mais effectivement, parce que ça envoie des doubles pages et des splashs, il y a des scènes d'action énormes, il y a plein de personnages présents et tout ça, c'est généreux, en fait. Il est vraiment super généreux là-dessus. C'est comme tu l'as dit, l'univers Ultimate, l'objectif, c'est de faire un truc plus réaliste, entre guillemets. Peut-être que ça marche mieux avec Marvel, qui a naturellement des costumes un peu plus hauts en couleur, un peu plus pop art et compagnie, que chez DC, où il y a déjà de base un côté plus divin, un côté plus statue grecque et tout. Donc effectivement, là, on retourne dans ces codes. Le Maker, c'est aussi une bête de design, tu vois. Donc, le Maker, c'est extraordinaire. Et Sadri Beach, qui dessinait le Maker à l'époque, c'était du porno, voilà, simplement. Donc moi voilà, ça me fait plaisir. Et en plus, si on prend le projet artistique, c'est plutôt intéressant. Déjà, il y a toujours ces espèces de pages de référence que Hickman il donne des clés de compréhension pour t'expliquer ce qu'il fait. Ça commence par la citation les bons artistes copient, et ça finit par une citation qui est la suite de cette phrase, qui est les meilleurs artistes volent. Et en fait voilà, c'est ce qu'il dit. Moi, je vais juste voler les idées que Bendis et Millar ils ont eu à l'époque. Je vais voler les idées de Stanley et Kirby. Je vais juste le faire différemment, et tu vas voir, Coco, avec mes idées, ma façon à moi de réorganiser le truc. C'est ça, en fait, l'art. C'est ça, l'art des super-héros. C'est que tout l'intérêt de cette continuité, de cet univers qui ne cesse de prendre des kilomètres au compteur, c'est qu'on peut encore le réinventer. Et donc, t'as envie de croire à cette promesse. T'as envie de te dire, mais non, mais j'ai déjà lu tout ça. J'ai même lu 2 fois, parce que j'ai lu l'univers Ultimate aussi. Et t'as envie de dire, ouais, mais tu vas voir. C'est pas le même univers Ultimate. C'est pas la Terre 1610, c'est la Terre 6160. Oh mon Dieu, il a encore réussi à modifier l'ordre des chiffres. C'est 616-0, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est génial quand même. Donc moi voilà, je me suis bien régalé. Enfin non, malheureusement j'aurais du mal à vous en parler sans vous spoiler, mais je me mets à jour sur le nouvel Ultimate Universe en VO, et pour l'instant bah ouais, on bouffe bien quoi. C'est un bon travail de Hickman, c'est un vrai gros chantier, et voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se lire vraiment comme quelque chose d'assez j'ai envie de lire du Marvel, j'ai pas envie forcément de lire toutes les séries à rallonge et tout ça. Est-ce que je peux prendre ça aussi comme un point vraiment de départ pour quelque chose d'un petit peu différent, en se disant, alors peut-être que pour les tout nouveaux lecteurs, non, je pense que c'est pas forcément le cas, et pour quelqu'un justement qui a peut-être lu du Marvel dans les années 2000, qui a un peu fait l'impasse sur la dernière décennie, qui a envie de s'y remettre, est-ce que c'est bien le moment de se relancer dedans? C'est une vraie question, parce que ça fait très longtemps que moi que je suis plus un débutant, donc j'ai toujours un peu du mal. J'aurais envie de dire, tu vois, c'est comme lire les White Knight de Murphy sans avoir jamais lu ou vu de Batman auparavant.
C'est-à-dire que tu vas rentrer, tu vas dire, ah, c'est ça Batman. C'est en fait, du coup, lui le méchant, c'est Joker le gentil. Alors que si t'as lu justement d'autres trucs comme Killing Joke, comme d'autres comics avec Batman et Joker, tu vas comprendre ce que l'auteur en fait te fait te poser comme question différente par rapport à d'habitude. Là c'est pareil en fait, si tu rentres dans cette nouvelle continuité, pardon, tu vas juste te dire ah mais ça veut dire en fait que Howard Stark c'était lui Iron Man depuis le début, je me suis fait niquer par les films et tout. Je pense que c'est quand même bien d'avoir une petite base, mais je dis bien une petite base. Pour moi, Secret Wars c'est déjà un événement qui est perméable. C'est pas le truc le plus facile à lire du monde, hein, on est d'accord. Mais on peut commencer par Secret Wars comme certains ont commencé les comics par Crisis. Une fois qu'on a Secret Wars en main, c'est très facile d'aller vers Ultimate Invasion. Tu reconnais le super vilain que t'as adoré détester parce qu'il a ce côté sympathique. Et puis en plus dans Secret Wars, il faisait un team-up avec le Reed Richards, donc c'était super cool ça. Moi je dirais quand même, de toute façon, enfin moi si on m'écoute, il faut tout lire en fait. Donc c'est le problème, c'est genre je vais avoir envie de te dire non mais il faut lire tout Ultimate Spider-Man, il faut lire tous les Ultimates, même les passages qui sont mauvais parce que c'est marrant en fait de dire que l'industrie peut valider des trucs pareils à l'époque. Même les Ultimates, bah justement à la limite commencer voilà. Je sais pas si c'est édité en VF, bah aussi probablement, mais si c'est encore retrouvable en VF, les Ultimate Comics Ultimates de Hickman et Sadri Beach, vous lisez le tome 1 en comprenant que ça se passe sur une réalité parallèle. Voilà, c'est juste le tome 1, donc quand il crée sa super sphère au milieu de nulle part qui commence à bouffer des villes et tout. Et après, vous allez vers Ultimate Invasion. Voilà, ça fait un truc en 2 tomes. Vous avez une introduction au maker, à qui c'est, à pourquoi il est dangereux, et ce qu'il veut faire, quel est son plan machiavélique. Et après, vous avez tout ce qu'il vous faut, et le reste, vous le rattrapez en route, puisque dès le Ultimate Universe, le single issues qui a été édité dans la foulée, c'est très clair que ce qui va se passer ne demande pas de connaissances particulières. Ce qui va se passer ensuite, c'est que, grosso modo, on va recréer un univers Marvel en faisant des apparitions de super-héros à droite et à gauche. Et c'est tout. Donc, partant de, et pareil, Ultimate X-Men, enfin, c'est fait pour être perméable. Donc voilà, non, j'ai envie de te dire l'un ou l'autre, Secret Wars ou le Ultimate de Rebic et Hickman. Alors ça va être compliqué parce que Ultimate Comics, Ultimate justement, ben de Hickman et Rebic, bah c'est pas dispo quoi. Dommage. En tout cas, il y a 2 librairies, enfin en tout cas ça. Après ça dépend, faut que je regarde plus sur place des libraires ce genre de choses là, mais là si je check juste sur. Sinon il y a Marvel Wicca. Hein. Oui, pour s'aider à comprendre quoi. Si vous lisez là en anglais. Mais dans les faits, moi je trouve qu'effectivement, enfin c'est, j'ai pas lu tous les Ultimate, enfin tout l'univers Ultimate à 100% quoi. Mais malgré tout ça, je trouve que c'est pas difficile d'entrer dans l'Ultimate Invasion en fait. À partir du moment de toute façon, t'as la page d'intro qui a été rédigée par je ne sais qui, mais qui expose les faits, donc ça pour le coup c'est plutôt carré. T'as pas besoin, effectivement, tu comprends un peu qui est le maker et ce qu'il a envie de faire. Et après, enfin, je trouve que le simple, c'est pas du high concept non plus, mais le simple fait que tu le vois effectivement stopper l'araignée qui va mordre Peter Parker. Enfin, il y a un déclic et tu dis, ok, je vois, t'es en train de construire un autre univers, tu vois la démarche et ça te donne le hook, vraiment le truc qui te fait accrocher à ça et qui donne envie de voir dérouler. Et après, effectivement, moi j'aime bien la façon dont ça vire quand même vers de plus en plus grandiloquent. Et effectivement, forcément, nous, on a ce regard-là parce qu'on lit la VO aussi, mais de voir vraiment commencer, effectivement, ouais, une bonne introduction, en fait, pour les bases de quelque chose d'entièrement neuf et qui est en train de se dérouler et qui va se dérouler sous nos yeux. Et je trouve que c'est vraiment super excitant à suivre. Ouais. Et voilà, parce que c'est bien écrit, parce que Hickman n'écrit pas de mauvais trucs, en vrai. Enfin, on peut ne pas apprécier ce qu'il fait. Moi, je fais partie aussi des gens qui aiment beaucoup ce qu'il fait, sa façon d'écrire, ce côté architecte, ses pages de notes et tout ça. Moi, je suis extrêmement client de cette façon de faire. On parlera de Gods quand même. De Gods. Ouais, bah moi, ça pour le coup, c'est je t'avoue, je vais pas le lire en VO, je vais attendre la VF, quoi. Mais Gods, oui, on pourra en reparler. Mais en tout cas, sur Ultimate Invasion, et pareil, Hitch, où ça a été le chaud et le froid pendant pas mal d'années aussi, hein, de mon côté, à relire ces vieux travaux en disant, c'est vrai que c'était bien, puis me rappeler de la période Rebirth et ces genres de choses à côté, même Batman's Grave qui était pas très beau, tu vois. Et maintenant de le revoir, et alors qu'il a pas fondamentalement changé de style, mais juste que je sais pas, ça marche, ça clique mieux. Donc voilà, c'est pour moi effectivement Ultimate Invasion, c'est vraiment plutôt très encourageant, malgré peut-être la voix très monotone que j'ai dans ce podcast. La fatigue, ça. En tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir effectivement du bon Marvel. Voilà, quand t'as eu en parallèle des séries régulières de certains gros titres qui étaient vraiment pas très chouettes. Je trouve que justement ça fait partie Ultimate Invasion avec pas mal d'autres albums qui vont sortir là ce printemps chez Panini, avec le Captain America de James Straczynski, avec le Hulk
She-Hulk de Kennedy Johnson qui est plutôt sympa aussi, tu vois, ça fait partie de quelques séries qui sont quand même plutôt cool à lire chez Marvel, donc ça là clairement on vous dirigera dessus. Donc c'est 22 € chez Panini Comics, disponible en librairie. On accélère, on passe du côté du Urban Comics avec le deuxième tome de A Vicious Circle. Ils ont sorti les deux très très rapidement. On peut le comprendre parce que c'est plutôt court. C'est une mini-série en 3 numéros chez Boom Studios. Alors c'est des numéros plus importants à pagination plus étendue. On est sur du 40-50 pages. Là, ils le sortent dans le grand format Urban en franco-belge. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a fait un podcast avec Matt Santomley et Lee Bermero pour évoquer A Vicious Circle, où on parle de pas mal de choses en fait, des thématiques des personnages, du concept de voyage dans le temps qui est très important là-dedans. Vous avez déjà d'ailleurs fait un back issues sur le premier tome où on disait que c'était bien mais que c'était trop court. Est-ce que là on va pouvoir répéter. C'est ça, est-ce que le constat est réitéré sur ce deuxième tome qui est plus une forme en plus de surplace narrative, puisqu'en fait on va vraiment expliquer au final ce qui s'est passé pour Sean Tucker et son adversaire depuis le départ, et qu'est-ce qui les amène en fait qu'est-ce qui l'avait mené à la situation initiale du premier tome. C'est vraiment le grand c'est un peu l'épisode explicatif, on va dire, mais c'est vrai que dans la situation du présent de cette histoire, en fait, on va rester au point mort quasiment entre la première page et la dernière page. Il se passe vraiment peu de choses. Par contre, je trouve que la façon dont c'est expliqué, dont vraiment ce grand flashback est fait, je trouve que c'est très 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 bien en fait. C'est vachement agréable à suivre. Il y a de nouveau Lee Bermero qui s'en donne à cœur joie pour ajuster son style et en fonction des époques, et je trouve que vraiment c'est toujours aussi agréable à regarder. Donc le seul truc, c'est ça, c'est qu'à la fin, il te reste cette interrogation de mais comment est-ce que tu vas finir ça avec juste un troisième numéro? C'est parce que tu dis il y a à la fois tellement d'enjeux derrière et tellement peu de place pour développer, puis et en même temps, vu ce qui se passe sur les dernières pages, tu peux dire effectivement tu peux peut-être adopter des facilités et aller vers quelque chose auquel tu peux effectivement broder sur 40 pages et terminer la chose. Donc c'est vraiment en fait ça va vraiment être qui tout double le troisième numéro, qui n'est toujours pas fini en VO il n'est pas sorti en VO. Ouais, c'est ça. Et Lee disait il y a un mois et demi qu'il lui restait 10 planches à dessiner. Donc ça va sortir sûrement cet automne. Je pense que le troisième tome de chez Urban arrivera aussi en fin d'année, et donc on va là passer 4-5 mois à attendre patiemment. Et je pense que vraiment soit c'est un coup de génie, il y a un gros truc dans l'histoire, la façon dont il va conclure le truc, soit ça va être tout ça pour ça. Pour moi, il y aura pas d'entre-deux possible. Corentin. Ouais, ce que j'avais dit au premier podcast déjà, et Arnaud avait honteusement... je vais couper la bande audio et je vais la coller à la suite. Arnaud avait honteusement spoilé les éléments de scénario. Moi, franchement, je vous conseillerais de rentrer dans Vicious Circle sans lire le descriptif en bas, en quatrième de couve, sans lire le descriptif sur le site d'Urban Comics. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi est-ce que ce descriptif-là avait été formulé, parce qu'en fait, tout l'intérêt de cette histoire, c'est l'adaptation du descriptif VO, je crois. Bah oui, mais c'est une connerie de décès, enfin de Boom, pardon. C'est une connerie de Boom. Tout l'intérêt de cette histoire, justement, qui est chapitrée, c'est que si jamais tu te concentres pas que sur les dessins, si tu connais le scénario, t'as quand même peu de place au kiff, en fait, parce qu'effectivement, le numéro 1 t'apprenait rien, le numéro 2 t'apprend tout. J'aurais même pas envie de vous spoiler, en fait, parce que pour moi, c'est ce qui participe de la découverte du truc. Je les ai vraiment lus, moi, une extenso, entre guillemets, pour préparer ces podcasts, sans me renseigner sur rien du tout, sans écouter les podcasts qu'Arnaud a fait avec les créateurs. Et effectivement, ce qui fonctionne, bon, déjà, évidemment, l'album se vend sur le nom de Lee Bermero, hein, qui reste... Tomlin aussi, quand même, hein, c'est quand même un auteur qui est en train de grimper, à la fois au cinéma et dans les comics. En France, je sais pas si c'est encore très implanté. Tu veux dire par rapport au marché VF, oui, par contre, oui, effectivement. Parce que Lee Bermero, c'est une star en France. C'est une star française. En plus, il vient relativement souvent nous voir. C'est un mec qui, je pense, aime bien la France, aime bien le travail d'Urban Comics avec ses albums. Il adore la BD franco-belge. Voilà, il avait été repéré à l'époque de Luthor, à l'époque de Joker, à l'époque de Batman Noël, qui était un super album. Et là, pour le coup, effectivement, c'est un Bermero qui se fait plaisir, hein, qui a aucune limite à ce qu'il peut dessiner, puisque c'est lui qui choisit, entre guillemets. On a toujours ces espèces de variations de ton. Alors déjà, il y a des dinosaures. Voilà. Ouais, ça c'est super important de le rappeler. Ouais. Ceci étant le premier dinosaure qui, je sais pas si c'est un allosaure ou un T-Rex, mais il a quand même des yeux de fonce dés un peu. Ce qui m'a fait rire parce qu'il a toujours les yeux, les paupiilles un peu fermées, même quand il s'énerve. Genre, le dino a fumé un petit bédo. À part ça, il y a toujours des scènes un peu graphiques. On a beaucoup de violence.
enfin, on a beaucoup plus de violence, même si le premier tome avait ces scènes de tuerie enchaînées à travers les époques qui étaient déjà très généreuses. Là, on a vraiment une double page avec une bastos dans la gueule qui vraiment te fait plaisir, parce que Liber Mero, c'est un fondu de réalisme, hein, même s'il s'amuse à copier du Mignola, à copier des styles qui ne lui ressemblent pas ou qui lui ressemblent moins, ça reste un fondu de réalisme, et l'album, il est photoréaliste. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas besoin de faire un film. Là, vous avez déjà l'adaptation, entre guillemets, notamment toutes les scènes qui se passent dans les années 50, où, encore une fois, les effets d'eau, par exemple, il y a un combat qui se passe dans une rivière à un moment donné. Donc, on voit le personnage qui tape avec son pied dans l'eau, qui balance un autre personnage dans la flotte, ça fait des éclaboussures. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il a pris des photos d'éclaboussures d'eau ou s'il les a dessinées, ou si c'est une technique secrète de ninja dessinateur que je ne connais pas. Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre la technique. C'est trop réaliste, c'est trop photoréaliste, c'est pas possible, quoi, en fait. Alors que justement, dans Batman Noël, il y avait quand même plutôt des textures un peu à plat et tout. Enfin, c'était quand même déjà assez peint, mais là, il va vraiment au bout de sa logique, en fait, ultime, qui est si tu peux dessiner la réalité, dessine la réalité. Sauf que c'est fait dans des codes de science-fiction, c'est fait dans des codes d'îlot monstre, on va dire, de Jurassic Park, quoi, en l'occurrence. Des codes de science-fiction avec un super agent qui s'infiltre, et là, avec ce côté voyage temporel, ces découpages qui vont être toujours assez pointus dans les moments où ça compte. Les transitions temporelles, justement, il y a des découpages qui sont très précis. Ça dit des choses aussi au niveau scénario. Alors c'est très surfait parce que c'est très en profondeur, c'est pas du tout revendicatif. Mais il y a un propos contre le racisme et l'intolérance dans cette BD. C'est pas moi qui suis paranoïaque ou qui suis un audio-gauchiste. Encore une fois, c'est le héros. La BD, elle commence pendant les années de Jim Crow dans le sud des États-Unis, dans un village où il y a majoritairement des Noirs américains. Là, on passe par l'Allemagne nazie quand même, spoiler alert. Voilà, et le héros est un homme noir. Donc, voilà, et quand tu voyages dans le temps en étant un homme noir, c'est pas la même chose que quand t'es blanc, parce qu'il y a toute une partie de l'histoire de l'humanité où quand t'étais noir, bah tu le vivais pas bien. Et du coup, je me demande si ça va pas être ça la résolution, parce que techniquement, Matt Tomlin, c'est un scénariste classique, c'est-à-dire que c'est un scénariste qui écrit avec une ligne directrice et un propos, ce qui est pas toujours le cas dans les comics. Si tu voulais arquer ce truc-là, je sais pas vraiment, parce que là, ils sont allés tellement loin en arrière. Enfin, vous vous doutez bien que si c'est autant des dinosaures, il n'y a pas d'espèce humaine. Encore que techniquement, si du coup tu butes un ragondin à cette époque-là, vu que techniquement nous sommes les descendants de petits mammifères qui côtoient les dinosaures au quotidien, il y a moyen que le code génétique te dise « Ah, t'as tué mon ancêtre, le ragondin. » Ouais, peut-être. Enfin, techniquement, on descend du singe, quoi, mais... Oui, mais le singe, il descend quelque part. Bah, pas du rat, du coup. Bah si, les petits mammifères, comment ça s'appelait, cette espèce de reptile qui avait commencé à allaiter ses petits. C'était au Trias, je crois que ça s'appelait. C'était une bestiole qui se baladait à quatre pattes, comme un lézard classique. Oui, après c'est quand tu remontes un arbre phylogénétique pour avoir les chaînons manquants, je pense que quand même par rapport à faut vraiment remonter très 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 loin pour avoir. On descend plus du ragondin que du dinosaure, pardon, mécaniquement. Les poulets descendent plus des dinosaures que. Bah voilà, c'est ça. Les poulets sont les descendants des dinosaures. Nous, on est plutôt les descendants des mammifères, tu vois. Oui, non, mais qu'est-ce qui vient, c'est quoi l'ancêtre du singe? Bon, on aura ce débat passionnant une autre fois. Regardez Sur la Terre des monstres disparus, excellent documentaire, et Sur la Terre des dinosaures aussi, extraordinaire. Et vous aurez l'animal auquel j'essaie de me référer maladroitement. Mais je dois avoir en plus, j'ai encore mon bouquin de biologie, de classification du vivant là. Très bien. Donc si tu veux, on peut y répondre à cette question. Parce que là, tu vois, c'est pareil. Si on part de ce principe-là, ils sont autour des dinosaures, et on vous avait dit dans le premier podcast que dès qu'ils tuent quelqu'un, ils se déplacent à travers le temps vers une période qui n'est pas définie. Dès qu'ils tuent un être humain, ouais. Voilà. Donc là, il y a pas l'embarras du choix. Donc ça pourrait être une porte de conclusion. Moi, le vrai reproche que j'aurais fait, parce que honnêtement, je kiffe ma lecture, tu vois. Au-delà même des questions prix, format, c'est plus, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a la place de conclure en un seul numéro. Là, tel quel, ça me paraît un exercice vraiment périlleux. On sait pas quelle la place pour moi faire même une histoire beaucoup plus longue que ça avec ce principe. Bien sûr, mais on sait pas quelle. Tu sais parce que mais ça, tu sais, à chaque période temporelle, tu pourrais développer tout un numéro en fait ou toute sous-intrigue. Hein, clairement, c'est sûr, c'est le concept, il est trop bien. Mais après, à voir juste quand même sur le dernier numéro, s'il sera peut-être à pagination un peu plus importante. Par rapport aux deux premiers, ça on n'a pas les infos de Boom là-dessus, donc peut-être qu'il va quand même un petit peu et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il met tant de temps à arriver. Là tu sens aussi Tomlin qui est un scénariste de fiction hollywoodienne aussi, je pense qu'il a dû concevoir l'histoire comme un film entre guillemets. Oui, premier arc qui va être introductif et action, deuxième arc qui va être justement plus explicatif, plus dans la décompression. Tu t'auto-spoil le podcast avec les auteurs là. Ah ouais, c'est là comme quoi hein. C'est vraiment la structure, c'était vraiment la structure en 3 actes. Voilà, donc moi j'ai pas envie d'essayer de deviner, mais je trouve ça un peu justement enfin dommage, c'est un grand mot, dommage, mais je trouve ça un peu il aurait pu justement se dire c'est de la BD, j'ai plus de place que pour un film, je peux m'amuser à prendre mon temps,
développer des sous-couches ou des sous-structures qui pourraient m'aider à faire un truc plus entier. Mais tel quel, si on le lit par contre comme un film en trois épisodes, ça fait carrément le boulot pour l'instant. Ça fait carrément le boulot. Et effectivement, Libermero marche sur l'eau. Voilà. Ouais, et il roule. Il est trop fort. Il roule, ouais, sur tout le monde. Il est vraiment très, très, très fort. Et en plus, je l'avais vu, alors du coup, je l'avais loupé quand il avait fait sa tournée de dédicace, vraiment, où il faisait vraiment, aussi il dessinait des dinosaures, dans les dédicaces qu'il faisait. Et vraiment avec une approche du dessin où là, ça fait un peu Quietly Darrow dans le trait. Et trop fort. Vraiment, vraiment incroyable, quoi. C'est ce que je t'avais dit sur le premier numéro. T'avais une scène, c'est où il tombe dans une piscine. Oui. Il y a des espèces de mafieux tatoués. Oui, ça c'est complètement un ancrage Darrow, super épais, ouais, tu vois. Ouais, c'est Tatouages justement qui font super effet de texture à la Darrow. Bah ça c'est son style, ouais, c'est son nouveau style en ligne claire qu'il utilise du coup maintenant pour faire des dédicaces sur le papier. Donc c'est dispo chez Urban Comics, ça coûte 15€ et on vous le recommande quand même. C'est donc le 3e tome dont on parle, je crois, donc on arrive à la moitié. On entame la 2e moitié avec Mindset, de la science-fiction technologique. Donc c'est sorti chez Comics Initiative. C'est donc écrit par Zach Kaplan et c'est dessiné par John Pearson. Et John Pearson, pourquoi on l'aime, Corentin ? Bah, c'était l'un des 2 artistes de Blue and Green. Tout à fait. Avec Anand Derka. Voilà, qui sont 2 mecs formidables. Alors, à la différence de Kaplan, qui lui est un scénariste qui est quand même, qui est un très bon scénariste, mais qui n'est pas Ramvé. Ça, c'est déjà qu'il faut commencer par dire. Alors, Mindset, en fait, de quoi s'agit-il ? C'est l'histoire de... Est-ce qu'on peut dire juste en préambule, c'est un peu un épisode de Black Mirror en bande dessinée ? Ah, on peut le dire, mais ce serait aller un peu vite. Parce que justement, ça, si ça avait été que ça aurait peut-être été une conclusion plus naturelle. Pour résumer, en fait, c'est une BD qui essaie de parler de plein de choses à la fois, qui y arrive très souvent, mais qui se pose ensuite la question de comment terminer tout ça de manière naturelle et organique. Alors, l'histoire, c'est donc celle d'un jeune homme, un jeune garçon qui étudie la technologie, l'informatique, les applications, tout ça, dans l'espoir ensuite de participer, d'être embauché par une boîte à la Silicon Valley, voire de fonder sa boîte à lui, de se faire racheter par un grand milliardaire à la Elon Musk ou à la Zuckerberg. Voilà, c'est tout ce milieu, en fait, du développement web, du développement IA, du développement algorithmique. Ça nous parle un peu d'IA d'ailleurs par endroits, ça nous parle d'algorithme. C'est une BD qui vraiment rebondit un peu à retardement sur Social Network, parce que ça commence comme ça, hein, ça commence vraiment par 4 geekos vont découvrir le secret d'un truc qui va révolutionner le monde et créer une appli qui va devenir extrêmement virale, et ensuite on va les suivre dans ce que ça veut dire pour eux maintenant qu'ils sont riches et célèbres, les débats moraux, est-ce qu'ils vont s'entre-déchirer et tout. Et il y a même des références très frontales à Social Network. Sauf que là, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est une technique pour contrôler l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'il y avait apparemment une expérience scientifique qui consistait à balancer un flash d'ondes lumineuses aléatoires et envoyer une onde sonore aléatoire, et en estimant en fait que le cerveau, il y avait des zones grosso modo qui répondaient à certaines ondes, et que en trouvant la bonne onde, on pouvait susciter un comportement X ou Y. Et évidemment, et par accident, le héros va trouver la bonne onde du premier coup, il va se flasher, et en fait il va dire, si on peut synthétiser cette espèce de signal, on peut contrôler l'esprit des gens, on peut en faire une appli, et après, à partir de là, on peut faire une appli qui libère l'être humain normal et connecté de sa dépendance aux écrans, de sa dépendance aux marques, de sa dépendance à la publicité, dans une BD qui parle beaucoup d'influence, mais d'influence au sens très très large. C'est-à-dire qu'au départ, on nous dit la publicité c'est mal parce que ça influence l'être humain et son comportement. Alors là, on pourrait disserter de très très longs débats philosophiques sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le mode de vie en société, est-ce qu'on a envie d'avoir une femme et des gosses parce que le monde nous dit que c'est ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est hétéro ou gay parce que justement on nous dit que c'est ce que le monde attend de nous. La publicité, elle véhicule une image normative. Il y a des chaînons de pouvoir au sein des grands groupes qui dirigent justement les publicités. C'est aussi une façon de te faire miroiter les trucs que tu peux pas avoir. Donc c'est une façon aussi de te rappeler que ta vie se résume à consommer. Donc il y a plein de trucs qui passent dans cette espèce de canal. Lui, il fait un tri beaucoup moins sélectif, c'est-à-dire qu'il met tout là-dedans. Il dit l'influence c'est la pub, mais l'influence c'est aussi les grands médias, l'influence c'est aussi les milliardaires, l'influence c'est aussi les influenceurs. Et notre dépendance au like, quand on fait un post, on veut être vu. Donc ça veut dire que l'algorithme va nous diriger, va nous dire qu'est-ce qui est populaire, pas populaire, qu'est-ce qui est valable, pas valable, qu'est-ce qui est cachère ou pas cachère. Et tout ça, en fait, ça fait une sorte de grand gloubi-boulga. Et comme lui, en fait, reste toujours dans l'abstrait, il va pas te donner des exemples concrets, en fait. Il va pas te dire, tu vois, telle influenceuse, elle est corrompue, et en fait, son contenu, c'est de la publicité. Il te dira jamais ce truc-là, alors que c'est un vrai problème, ça, par exemple.
Il va plutôt rester en surface, il va dire, il faut se battre contre l'influence en général pour libérer nos esprits. Alors, c'est très intéressant, du coup, parce qu'on peut mettre plein de mots nous-mêmes dessus, tu vois. On peut se dire, effectivement, oui, c'est vrai, l'être humain est trop dépendant de son smartphone. Oui, c'est vrai que le monde de l'influence lui-même est corrompu et n'a pas forcément une bonne influence, justement, sur la jeunesse. On sait justement que pendant les NFT, il y a eu plein d'arnaques qui ont été liées au monde des influenceurs, qui ont accompagné le mouvement. Aujourd'hui, avec les IA, c'est pareil. Donc on peut se poser, est-ce qu'on peut dire que ça vient de là? On peut se dire aussi la Silicon Valley, c'est tous des ordures et des malades mentaux qui ont justement ce god complexe, qui se prennent pour des dieux. Et c'est pas pour rien justement qu'aujourd'hui ils construisent des fusées pour aller dans l'espace. Il y a aussi ce côté vouloir contrôler l'esprit de quelqu'un, c'est le rêve ultime des Elon Musk, des Zuckerberg, des Jeff Bezos, tous ces mecs-là en fait qui investissent des milliards dans la technologie. Ou alors tu peux simplement dire j'aimerais vivre une vie sans être bombardé de publicité et pouvoir en fait ne pas avoir à consommer pour être heureux. Et tout ça en fait, c'est à toi de deviner ce qu'il essaie de te dire. Parce que Kaplan justement, contrairement à Ramvé, il s'investit pas quand il construit une histoire de la même façon, avec le même enjeu et la même perspective humaniste. Là, c'est pas humaniste, c'est un thriller techno. Enfin, un techno-thriller, pardon. Et donc, c'est très agréable à lire. Il y a vraiment des pages qui sont exceptionnelles. Enfin, vraiment, pour moi, jeune personne, c'est un génie. Voilà. Mais au même titre que Nanderka, hein, vraiment cette génération de dessinateurs qui est arrivée, les Simmons, les RK, les personnes, c'est vraiment pour moi des brutes épaisses qui justement dérivent tous plus ou moins de la même source, qui serait une sorte de Sienkiewicz, McKean, mais qui prend des formes de plus en plus riches, de plus en plus variées, de plus en plus colorées, et qui va dans des zones que Sienkiewicz n'explore pas en fait. Là, ça ressemble beaucoup plus à du Electra Assassin, pour vous donner une idée au niveau de l'emploi de la couleur et tout. Mais ça devient de plus en plus son propre truc. Il y a des effets par rapport à l'utilisation des cases aussi, qui est très nouveau, qui est vraiment très riche, très généreux. Les silhouettes qui, quand les personnages parlent pour ne rien dire, ou alors veulent se mettre à nu, vont juste être toutes blanches et fusionner avec la gouttière. On voit pas les personnages, on voit juste du blanc comme ça. Enfin, je pourrais pas tout résumer parce que c'est vraiment très très long. Il y a beaucoup d'effets pareils dans le mouvement où on voit qu'un personnage fait un TED Talk, juste une silhouette blanche qui se déplace de gauche à droite. C'est vraiment graphiquement une BD qui est pour moi inattaquable. Si on aime ce genre de style, hein, évidemment. Ouais. Donc, si vous aviez aimé Blue and Green, y a pas de raison que vous n'ayez pas là. Ou Electra Assassin, ou ça. Ou enfin ce genre de BD un peu expérimental au niveau du graphisme. Surtout que ça dégage une atmosphère, enfin une ambiance aussi. T'es vraiment pris là-dedans, ou c'est pas forcément anxiogène non plus, mais tu sens. Si, c'est anxiogène justement. Tu trouves? Il y a l'espèce de récurrence de l'effet de l'onde en fait qui est bleu, violette et verte, et ça fait ce côté un peu comme tout à l'heure chair de poule, tu vois. Ouais, mais pour moi c'est pas de l'anxiété, c'est juste que tu te sens enveloppé en fait. Vraiment, tu te sens vraiment accaparé dans le propos en fait. Enfin, t'es influent. Tu sens qu'il y a aussi quelque chose qui te travaille en fait, et que que la BD exerce une influence sur toi en fait, ouais, parce que tu t'arriveras pas à t'en détacher. Vraiment, c'est pas un truc que t'arriveras, à mon sens, à lire en 2 fois, quoi. Parce que tu dois être pris dans le truc et ça te lâche pas. Ouais, voilà. Et c'est là que justement intervient la comparaison avec Black Mirror, parce que Charlie Brooker, il fait pas de l'horreur à proprement parler. On peut pas dire qu'on a la trouille quand on regarde Black Mirror. Par contre, ça te dit... Oh, t'as quelques épisodes qui étaient quand même assez glaçants. Quelques épisodes, mais bon, globalement, ce que Brooker, il te dit, c'est, tu vois le truc que t'as dans la main, là, en fait, c'est le messager de l'apocalypse. Voilà. T'as un smartphone, ça va détruire ta vie et la société, punto, et attends. Et en fait, tout ce qu'il a plus ou moins prédit s'est révélé être vrai. Je sais que c'est un stéréotype de dire du bien de Charlie Brooker, parce que, oh là là, c'est facile aussi. Mais en vrai, quand on regarde les robots de Boston Dynamics, ils sont en train d'arriver. L'IA est en train d'arriver, la surveillance de masse est en train d'arriver, le monde virtuel, il va arriver aussi. Noter les gens sur les trucs. Voilà, les systèmes de ville à point et tout, c'est arrivé. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une sorte de réalité tangible dans ce que Kaplan décrit là, mais qui passe par un biais qui est plus philo, en fait. Et qui en même temps fait philo, mais veut faire soap aussi. Parce que du coup, on va simplement suivre la vie d'un jeune homme un peu désespéré qui est en train de faire du soul searching, enfin, qui se cherche lui-même, qui cherche sa vérité intérieure, en essayant de vivre cette vie de milliardaire à la cool avec sa gonzesse, ses copains, et qui en même temps doit s'auto-hypnotiser pour se rappeler qu'il est heureux. Donc il y a pareil une critique assez féroce de, en fait voilà, t'es pas vraiment heureux juste parce que t'es riche, et puis tu peux être aussi une ordure parce que t'es riche, et puis tu peux pas avoir menti, etc. Donc c'est assez épais quand même, c'est plutôt bien foutu. Donc on n'a pas le temps de faire un très très long débat là-dessus malheureusement, mais parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est la fin en fait qui pose problème, parce que on sent que la fin est bricolée. Ça finit justement comme un film d'horreur, c'est-à-dire qu'un film d'horreur, vous savez, vous avez le film Piranha par exemple, le film Piranha, à la fin ils ont battu les piranhas, ils sont contents, et là t'as un personnage qui dit mais attends, en fait c'était que les bébés, et là t'as un piranha qui saute et qui gobe une nana.
Voilà, ça c'est Un une piranha fin. géant. Un piranha géant. Voilà, ça c'est une fin d'escroc, c'est une fin pour te dire en fait, avec l'horreur, c'est jamais vraiment terminé. Et il y a ça dans tous les films, enfin dans plein de films d'horreur c'est pas fini, à la fin le vilain sort la main de la tombe et Jason Voorhees il est encore là et machin et bidule. Bah là il y a pareil, c'est-à-dire que ça va te faire une fin d'escroc, on te dire il y avait un truc auquel t'avais pas pensé depuis le début, c'est que l'algorithme en fait est un mode ok, d'accord. Et avant ça en fait, t'as toute une série de couteaux dans le dos. En mode, mais tu vois, là, en fait, c'est lui qui t'a influencé avec l'appli. Mais non, parce que moi, je l'avais influencé avec l'appli. Mais non, c'est moi qui t'ai influencé avec l'appli. Non, c'est toi qui m'as laissé t'influencer avec l'appli. C'est le même avec les trois mecs qui ont un flingue dans le dos et puis en fait un sniper qui est tout en haut dans le truc. Et c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet, ça m'avait aussi un petit peu pas heurté, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu fait ça. Du coup, sur ta suspension de crédulité, tu te dis un petit peu, ouais, bon. Bah, tu sens qu'en fait, il essaie juste de t'expliquer qu'en fait, c'est une spirale infinie, qu'on s'influence les uns les autres et que il y en a qui veulent bien jouer ce jeu-là, d'autres qui veulent s'en libérer de la spirale, justement, et qu'en fait, même quand tu t'en libères pas vraiment parce que c'est pas toi qui es aux commandes de ta vie et tout. Mais c'est mal foutu pour moi. Vraiment, la fin, le dernier numéro, c'est plus mauvais. Parce qu'on te raconte même plus grand chose, en fait, de la société ni rien. On te dit juste, ces personnages-là sont pris dans, c'est un peu comme Black Mirror Bandersnatch. Tu vois, qui d'ailleurs pareil me dégage moi j'avais beaucoup aimé. moi aussi j'ai bien aimé, mais qui dégage vraiment cette même atmosphère en fait de trucs où tu as l'impression qu'il y a un méchant en arrière-plan. Enfin, tu sens le marionnettiste qui est en train de te manipuler en fait, tu vois. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que il y a une des fins de Bandersnatch où clairement tu dis mais foutez de ma gueule ou quoi, enfin ça a aucun sens. D'où c'est cette fin là, d'où il s'en aperçoit et tout, c'est juste Brooker qui veut se faire kiffer. Ben là c'est pareil en fait, c'est il dit grosso modo, depuis le début, il y avait cet élément là, et t'es en mode mais non, c'est pas possible. Enfin, si tu t'arrêtes 2 secondes pour réfléchir, justement, tu te dis non, c'est pas possible. Et ça fait qu'il y a un enchevêtrement de coups de théâtre qui est un peu ridicule. Mais ceci étant dit, moi, ça empêche pas que j'ai bien kiffé, tu vois. Ça te montre plein de trucs qui sont réels. Enfin, il y a pas vraiment une onde pour te contrôler le cerveau, hein. Mais ça te montre que c'est la puce Covid, ça, c'est le vaccin, tu vois, qui nous contrôle le cerveau. Faut se rappeler quand même, on est contrôlé par les Chinois, par satellite, tu vois, et Bill Gates. Mais il me manquait juste des reptiliens, puis on y était, quoi. Voilà, on y était. Mais ils sont là aussi, les reptiliens, enfin, tu rigoles ou quoi. Mais, enfin, moi, franchement, c'est une bonne histoire qui est paralysée par un défaut, c'est qu'elle est écrite par Zach Kaplan, et que Zach Kaplan, il fait 3 séries de science-fiction à l'année, et qu'en fait, il sait ce qu'il veut raconter, une fois qu'il l'a raconté, c'est bon, on se débarrasse du problème. Graphiquement, ça reste quand même pour moi exceptionnel, et il faut limite la lire 2 fois, je pense, pour la réapprécier, parce que puis il y a de la matière à lire, donc oui, il y a de la matière à lire, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a lu la première fois, on se dit ouais, bon, t'arrêtes pas de répéter le mot influence toutes les 5 minutes et compagnie, et la laisser un peu mûrir, regarder ce qui se passe en ce moment avec le monde des IA, par exemple, essayer d'en faire une sorte de parabole plus générale sur notre rapport à la techno et notre rapport aux écrans et ce monde virtuel dans lequel on existe tous maintenant. Et voilà, ça peut faire le taf de ce point de vue-là. Enfin, c'est pour moi, effectivement, du niveau de Black Mirror, en tout cas, en termes de qualité. J'aime beaucoup Black Mirror. Voilà. Donc ça, c'est sorti chez Comics Initiative et c'est disponible pour 25€. Je sais pas si sur leur site, parfois, ils remettent en vente les éditions collector qu'ils ont fait, parce qu'il y a leur édition collector, c'est une couverture de David Mack, qui est tout à fait à propos aussi, puisque Mac aussi, dans son approche très expérimentale, se rapproche aussi un peu de ce que fait Pearson. Enfin, Pearson se rapproche plus de ce que fait Mac, puisque il me semble que Mac a l'antériorité sur la carrière. Mais donc voilà. Oui, je te confirme. C'est plutôt très joli et très agréable à lire, même si voilà, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup de violets. Plus, donc Arnaud apprécie forcément. Forcément, c'est parce que c'est raccord avec mes fringues. Allez Corentin, on continue. Je vais te laisser la parole sur Nemesis Reloaded du Mark Millar et du Jorge Jiménez. C'est pas un reboot, enfin c'est pas une suite au premier Nemesis qui était sorti il y a des années, où c'était vraiment et si le Joker et le Batman avaient fusionné avec le super vilain ultime qui avait un coup d'avance sur tout et qui était extrêmement cruel. On est toujours par contre avec un super vilain qui est très cruel et qui prend un malin plaisir à s'adonner à l'ultra-violence, mais c'est quand même une autre approche, une forme de soft reboot un peu du personnage, c'est-à-dire qu'on a le personnage, mais c'est plus vraiment le même, enfin c'est plus le même, oui. C'est d'autres motivations et ça va mener ailleurs, et c'est Jorge Jiménez au dessin, donc c'est la promesse que visuellement au moins ça détonne. Mais est-ce que c'est bien, toi qui es expert, qui a tout lu de Mark Millar, qu'en as-tu pensé? C'est bien, alors c'est bien. C'est relativement bien, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ce qu'on avait dit déjà par rapport à The Ambassadors. Il y a toujours cette espèce de comparatif, un triangle que tu fais entre ce que Millar peut faire, ce que Millar a su faire, ce que tu attends de Millar aujourd'hui. Moi, par rapport à ce que j'attends de Millar aujourd'hui, c'est-à-dire proportionnellement à King of Spies, Space Bandits,
Sharky, même Ambassadors. Je trouve ça plus incarné, je trouve ça mieux fait, je trouve ça plus sincère. Parce que il y a un défaut récurrent chez Millar. Déjà, je pense que Mark Millar a très conscience que c'est un provocateur. Et parfois, ce second degré dans la provoque, comme quand il appelle sa bibliographie Et Dieu créa Millar, ça a tendance à le rattraper un peu parce que, à mon avis, il se croit vraiment, lui, très intelligent. Et le problème, c'est quand il écrit des personnages intelligents, il pense, du coup, enfin, c'est probablement à raison, hein, que ça lui ressemble plus. C'est-à-dire que quand il avait écrit le Lex Luthor de Red Son, c'était une parodie, en fait, du super vilain ultra intelligent. Tu vois, il te dit, ouais, je fais 40 parties d'échecs en même temps. Ce matin, j'ai inventé le réveil matin parce que j'avais oublié qu'il devrait me réveiller la veille. Là, en ce moment, je calcule 28 000 probabilités. Enfin, c'était un peu ridicule, tu vois. Et puis après, il revient et te fait Nemesis. Et Nemesis, il te dit à la fin, ouais, non, mais j'avais 50 000 coups d'avance sur toi. Ça fait 4 ans que j'ai prévu exactement ce scénario point par point par A plus B. Et point, stop. Sauf que du coup, quand tu lis ça, t'es un peu écœuré parce que t'as l'impression d'avoir lu une histoire qui n'avait pas en fait d'enjeu, qui n'avait pas de dimension dramatique, puisque le vilain lui-même gagne alors qu'il a perdu. Et du coup, tu te dis non, tu peux pas me faire ça. C'est pareil, c'est une vraie fin d'escroc pour le coup. Après, il te fait Prodigy, et Prodigy, bah c'est pareil. Prodigy, c'est illisible parce que justement, c'est tellement exagérément un surhomme le mec en face que tu dis mais à quoi bon vivre en fait dans la même réalité que lui. C'est-à-dire que le gars, grosso modo, juste il te regarde et il te fait, tu vas mourir à 49 ans d'un cancer des poumons, non, et la crise économique sera dans ce... Ça veut dire mais arrête, ça n'existe pas des génies pareils. Mais pour une bonne raison, c'est que l'être humain ne peut pas en fait traiter une telle dimension de génie, que ce soit en son sein ou au sein des autres, tu vois. Tu vois, pour le coup, j'ai une frangine qui a la malchance d'être HPI. C'est un truc qui est assez horrible justement en fait, le vrai intellect, parce qu'en fait ça t'enferme, parce que tu trouves jamais de gens qui sont à ton niveau pour la conversation, pour ce que tu ressens, etc. Et Millar, en fait, il sait pas écrire les génies. Il ne sait pas écrire les génies. Il en fait des stéréotypes de bandes vilains, où il en fait des Riddler partout. Donc Nemesis Reloaded, c'est mieux parce que c'est pas un génie, en fait. C'est un super méchant. C'est-à-dire qu'il a un plan, et oui, ce plan est habilement construit. Oui, il a prévu ce qui allait se passer, mais c'est pas beaucoup plus con que quand le Joker prévoit ce qui se passe dans The Dark Knight. C'est juste un mec intelligent et très doué pour le combat. Et qui a une tactique, et il met en place cette tactique. Premier bon point. Deuxième bon point, Nemesis le premier, c'était un nobody. On ne sait pas qui est Nemesis. Et tu vas me répondre qu'on s'en fout, puisque c'est le principe Joker et Batman. Bon, on s'en fout, puisque c'est le principe Joker, Batman. Voilà, je savais que t'allais le dire. Tu vois, je suis un génie, moi aussi, j'ai tout prévu. Comment t'as anticipé? Écoute, voilà, j'ai écrit par Mark Millar, moi aussi. Et en fait, non, c'est pas vrai. Et évidemment qu'il faut une identité pour comprendre pourquoi cette espèce de sadique torture littéralement tout le pays, tous les États-Unis. Pourquoi il fait en sorte que les gamins du héros et un gamin. Enfin, si c'est juste un connard qui s'ennuyait et qui voulait se défouler, c'est nul, c'est vain et c'est creux. C'est même pas du nihilisme, c'est de la paresse. Là, on a un personnage qui a une identité, qui a un but, et c'est la découverte de ce but qui nous mène vers la fin de l'histoire. Donc, on a un vrai Némésis, c'est-à-dire un vrai super méchant, comme les bons super méchants, généralement, ont une histoire. Il y a que le Joker pour qui ça marche, parce que justement, il a en face de lui un avatar de la justice qui est tellement droit et carré, et qui est tellement humain, en plus, Batman. Que lui opposer une résistance qui est à ce point chaotique, ça marche, parce que ça fait les deux avatars parfaits de la justice et du chaos. Mais les autres vilains de Batman, ils ont une histoire, et souvent elle est tragique. Mr. Freeze, tu vas dire son histoire, c'est juste un connard avec un putain de pistolet qui fait du froid, quoi. Et là, ça marche bien parce que justement, l'histoire, elle est pareil, très compréhensible. Elle te parle d'un truc qu'on connaît dans notre société moderne, qui est la corruption au sein des forces de l'ordre, la violence policière plus ou moins. Mais en même temps, c'est pas une BD anti-flic, loin de là, puisque souvent, justement, en fait, les flics vont être pris pour cible dans le plan de Nemesis. Et il y a des exécutions qui sont un peu cruelles, justement, parce que ça reste qu'une BD assez cruelle, hein, ça reste... Et oui, extrêmement graphique. Voilà, hein, ça reste très violent, ça reste... Et pareil, Jiménez, justement, on parlait de trucs qui s'amusent, Jiménez s'amuse. Déjà, McNiven s'amusait beaucoup dans Nemesis 1, il y avait des scènes qui étaient extrêmement généreuses, mais là, pour moi, on a un autre niveau, enfin, c'est pas comparer torchons les serviettes, tu vois, mais vraiment, c'est plus généreux, c'est plus riche, il y a plus de fond, en termes graphiques, hein, je veux dire, pas en termes de... Là, il y a plus de fond, il y a plus de gadgets, les scènes où ça virevolte, vraiment ça virevolte, les effets de cap, les effets de drapé. T'as une scène où Nemesis, il dit, vas-y, tire-moi dans le dos, et l'autre, il fait, pourquoi faire? Il fait, mais non, mais t'inquiète pas, tire-moi dans le dos, comme ça, tu verras à quel point je suis rapide. Et cette espèce d'arrêt du temps que les dessinateurs d'action aiment bien faire, justement, ça fonctionne à fond parce que dès l'instant où le mec appuie sur la gâchette, tu entends la balle, tu entends le mouvement et tu vois le personnage qui s'est déjà retourné. Et ça marche, c'est le truc du Luke qui dégaine plus vite que son ombre, tu vois. C'est un truc qui marche très bien dans la BD. Et graphiquement, c'est fort sans être
vraiment une boucherie. En fait, il y a des décapitations, il y a des trucs qui sont vraiment des trucs de sadique, mais c'est pas Nemesis qui tabasse 28 gardes de prison en leur éclatant le crâne avec des tonfa, tu vois. Après, j'imagine que le trait un petit peu plus animation / manga de Jiménez peut-être radoucit l'extrême stylisation de la violence en fait. Ouais. Et la rend Mais peut-être un je peu pense plus que supportable que si c'était plus un dessinateur qui avait un style un peu plus réaliste, on va dire. Bah après, t'as des scènes qui sont violentes, tu vois, au début dans la piscine. Mais c'est avec mais c'est du c'est con, mais pour moi c'est violence grindhouse en fait. C'est ça. C'est de la violence très fun. Tu vois, moi je pense que Mark Millar, simplement, il est plus âgé aujourd'hui, qu'il a plus cette même envie de provoquer, il l'a encore, mais pas avec la même déférence. Il faut se dire qu'à l'époque, il sort de chez Marvel. Il a pas eu le droit d'être aussi crado qu'il voulait, et il était très crado à une époque, Mark Millar. Avant de faire Marvel, il avait fait des trucs super sales. Je trouve que tu sais, quand tu repenses à Old Man Logan, il y a quand même des passages. Old Man Logan, ouais, c'est ultra un bon vénère, contre-exemple. C'était chez Marvel, hein. Mais il y avait quand même ce côté un petit peu, lui, il voulait créer du vrai super vilain, bien destroy, il voulait faire des blagues sur les gays, il voulait faire des trucs vraiment provoque as fuck, et je pense que même s'il avait les coups des franges chez Marvel, c'est vrai qu'Old Man Logan est un bon exemple à opposer. Il a pas, s'il avait voulu créer Nemesis chez Marvel, il aurait probablement eu un peu plus de mal, tu vois. Là, aujourd'hui, bah, il a créé ce qu'il avait envie de créer, il est dans une forme de routine. Quand il revient à Nemesis Reloaded, il comprend en fait que c'est plus l'efficacité de la scène d'action qui va primer sur en fait l'efficacité du gore. Et donc c'est gore, mais c'est d'abord pensé pour servir le dessin de Jiménez qui est très agréable. Pareil, on a un Nemesis qui sourit, mais qui sourit pas comme un gamin en mode genre j'ai tout prévu, je suis un vilain de shonen. Non, il sourit comme un mec qui s'amuse. Il se dit mais putain, ça y est, c'est l'heure de ma vengeance. Je vais pouvoir foutre le feu à la ville. C'est trop bien la vie, les gars. Viens, on les bute tous et tout, tu vois. Et vraiment, t'es content pour lui parce que, enfin, t'es content pour lui. C'est voilà, mais il y a un côté un peu empathique qui se développe parce que bon, déjà, tu sais très bien qui va gagner à la fin. On est dans une BD de Millar, hein, les héros de Millar ne perdent pas à la fin. Mais en plus, il a un caractère, il a une force, il a un truc qui marche bien. Et aussi, donc, bah, après, il y a plein de défauts, hein, parce que là, on passe un peu vite, mais ce qui fonctionne dans cet album-là aussi, c'est que c'est le début du Millar World, en vérité. Il y a une ascension vers une conclusion qui est, en fait, le point de départ de Big Game, où, en fait, Mark Millar te dit, depuis le départ, je t'avais pas prévenu, mon pote. Mais en fait, tout ça, c'est dans le même univers. Ça fait 20 ans. Et t'as envie de dire, pas du tout. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans. Tu te fous de moi, connard. Mais bon, là, en l'occurrence, tu vois, c'est comme tout à l'heure, je parlais du DC Universe Rebirth. Là, c'est un peu comme les débuts de la Justice League de Geoff Jones, justement, où tu dis, ah putain, mais en fait, ça veut dire qu'on va avoir cet univers-là, et c'est le tout début, et on va recroiser lui, puis lui, dans un truc qui est cohérent, où tout le monde se bat ensemble, etc. Bon, Big Game, malheureusement, pour moi, c'est plutôt une disquette. C'est pas une mauvaise histoire, hein. La fin rattrape beaucoup de ce qui a été fait sur les 5 premiers numéros. On en reparlera cet été quand ça sortira en VF. Bah, si vous avez vu Avengers Endgame, vous avez déjà lu Big Game, hein, pour le coup, mais bref. On en reparlera effectivement. Mais par contre, c'est vrai quand même, c'est agréable de se dire, putain, quand même, ça fait 15 ans que le mec, il s'acharne à nous dire, ouais, on va créer un Millar World, etc. Et que ça passe par Nemesis, en plus, c'est plutôt une bonne idée parce que c'était un de ses premiers, de toute façon. Hein. C'était un de ses premiers vrais super méchants qui avait une perspective beaucoup moins réaliste que Kick-Ass. Nemesis, on peut pas se dire qu'il existe dans la vraie vie, tu vois. Donc là, c'est assez cohérent, c'est bien fait, tout en comprenant, encore une fois, que c'est bardé de défauts. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du rythme, il y a un problème au niveau des effets. À un moment donné, Nemesis, il t'explique qu'il a manipulé une pilote, je crois, avec un chantage à la sextape, et qui a dit, bah tu vois, en fait, elle avait tellement peur que je révèle la vérité sur ses histoires de cul avec son mari et tout, bah en fait, elle s'est mise à tuer des gens pour moi. Et t'as envie d'une personne ferait ça? Enfin, c'est complètement con ce que tu racontes. Et en fait, ça va tellement loin qu'à la fin, la nana détourne en avion et s'écrase littéralement avec l'avion. T'as envie de dire, mais pour une sextape, mais frère, mais assume la sextape, te suicide pas pour, enfin, c'est quand même chaud, quoi. C'est pas la nature de la sextape, hein. Mais si, il te le dit, en plus. C'est que juste partout gay avec un gars, sauf qu'il était mineur et donc elle avait peur d'aller en tôle, du coup elle préférait se suicider. Enfin, c'est complètement con. Et c'est plein de trucs comme ça, il y a plein d'exagérations. Pareil quand il dit l'entraînement de Nemesis, parce qu'on voit les origines et tout. Il dit, ouais, je passais 3 jours sous une cascade sans bouger. T'as envie de dire, non, c'est pas possible physiquement. Enfin, tu meurs, en fait. Arrête. Et il y a plein de conneries comme ça. Ouais, c'est des comics aussi. Il y a un côté complotiste aussi, d'ailleurs, là-dedans, parce que il y a un côté, enfin, je suis passé dessus dans la critique, donc peut-être que si on n'a pas le temps d'élaborer, mais si ça vous intéresse, allez lire le papier que j'ai écrit sur comicsblog.fr. Mais il y a un côté un peu à post-vérité dans cet univers-là. T'as à un moment donné un personnage qui dit à Nemesis, tu vois, t'aurais pas pu faire ça il y a seulement 20 ou 30 ans, parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient des valeurs. Les gens, ils croyaient dans le pays, ils croyaient dans les institutions, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas.
À un autre moment, Nemesis, il te dit, ouais, depuis le Covid, Los Angeles, c'est plus ce que c'était. À un autre moment, on te dit, regarde ce qui se passe au niveau du pouvoir, on y a un président qui manque dans l'histoire et tout le monde s'en fout, etc. Il y a un côté quand même comics post-Covid, comics post-Trump, comics post-réalité, avec toutes les émeutes qu'on a eu aux États-Unis, avec la contestation des chiffres électoraux, etc. Je pense que Millar, il dit encore des trucs sur la société américaine à travers un prisme qui est ce qu'il est, on est d'accord. Ouais. Ça reste un gros comics d'émeutes urbaines, mais c'est pas inintelligent. Parce que je veux dire, il y a une idée, il y a une réflexion, il y a une idée, ce qui est beaucoup plus que ce que Millar fait en général. Après, par contre, tu vois, enchaîner un flic à une bombe nucléaire, t'as envie de dire, frère, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'as trouvé où une bombe nucléaire déjà? Hein? Sur le bon coin, enfin, arrête tes conneries. Il y a toujours ces exagérations qui sont gamines. Mais pour moi, là, ça fonctionne, et je vais te laisser en parler parce que je parle trop, là. Non, vu le temps passé dessus, de toute façon, j'aurais pas forcément grand chose à, de toute façon, tu as remarqué que je te laisse parler dans ce podcast parce que je profite de ma petite forme, pour savoir que toi, de toute façon, tu peux tenir le micro et exprimer là-dessus. Sachant que non, moi, je suis d'accord avec toi, de toute façon, sur ce que tu dis. Je pense que mon ressenti, au final, il est plus positif parce que, pour des raisons qui tiennent beaucoup plus de ma personnalité de sale gosse aussi, sur laquelle moi je rejoins Millar, même si on a 30 ans d'écart, c'est que effectivement moi, bah tu me mets même dans l'exagération, en fait, tu mets du super vilain qui fait des grands plans comme ça, qui fait de la vengeance, avec cette générosité de Jiménez là-dessus. Je suis content, littéralement, en fait. Vraiment, c'est un truc qui moi me fait plaisir, en fait, de un peu comme une forme de défouloir, en fait. Et c'est ce que j'étais venu rechercher. Et la promesse vers Big Game, je trouve qu'elle tient. Après Big Game, je te dis, on en reparlera parce que moi je l'ai pas encore lu à l'heure où on enregistre ce podcast. Mais c'est pour ça, c'est que ça fait vraiment plaisir. Mais après, moi je tiens aussi, pour ceux qui nous écoutent, moi je trouve que le premier Nemesis c'est un bon truc. Voilà. Donc là c'est là où il y a sûrement plein de gens qui vont. Tu penses que Alien Covenant c'est un bon film aussi? Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc je fais partie de ces gens qui revendiquent aussi le droit d'aimer des choses que personne n'aime, et sur lesquelles surtout ces gens, enfin la majorité a certainement raison. En l'occurrence, moi, quand c'est quelqu'un qui fait ça juste par pur sadisme et que c'est un nobody truc, ça marche aussi pour moi, le côté ultra nihiliste du truc et tout ça, où toi tu dis que c'est de la passe, mais moi en fait, ça me plaisait aussi de dire, ouais, mais effectivement, il y a des gens qui sont là, c'est très con, mais tu sais, il y a un compte sur Twitter qui s'appelle Non-Aesthetic Things, et qui montre des gens qui, de façon très random, en fait, sont juste ultra méchants avec les autres, tu sais, vraiment, parce que ça existe, en fait, la pure méchanceté, ça existe vraiment. Et ça se transparaissait dans une BD qui était ultra gratos et tout ça. Alors peut-être que c'est pas des choses qu'on a envie de lire ou qui ont pas besoin d'être montrées parce qu'on sait que ça existe et qu'on n'a pas besoin peut-être d'interpréter ça comme une forme de valorisation de ce genre de comportement, je sais pas quoi. C'est pas comme ça que moi je l'interprète, parce que pour moi il y a toujours de toute façon une ligne entre la fiction et la réalité, mais ça me fait aussi plaisir en fait parfois d'avoir des trucs qui sont jusqu'au boutiste. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est bien pour autant. Bah ça veut pas dire que c'est bien. Sinon pour moi autant, je pose une caméra là, je prends un couteau, je tue ton chat devant toi, je te vois la vidéo, tu me dis pas ouais c'est bien, t'as fait un truc défouloir et que les gens te font pas un. Mais c'est pas de la fiction ça, Corentin. Bah ça pourrait être de la fiction, j'écris un dialogue si tu veux. Le chat vient là, clac. Tu vois, non, je veux dire, tu feras, ça sera toujours un acteur. Par contre, c'est bien que ce soit violent, mais il faut que ça raconte un truc. Il faut qu'il y ait des qualités. Enfin, mais montrer que des gens ont des accès d'ultra violence sans raison. Si tu fais une vidéo de toi qui, de façon fictive, tue mon chat, oui, bah, je regarde. Je l'ai piégé, il a dit mon chat. Je l'ai bien eu. Je comprendrais ta démarche. Je dirais, ouais, bah, t'as envie de montrer, effectivement, que tu pourrais péter un câble. Mais il y a des gens qui ont fait des vidéos de torture de chat. Faites pas ça chez vous, c'est pas normal, n'écoutez pas. Mais après, la différence, c'est que là, c'est de la BD, donc t'as un rapport aussi à ce qui t'est montré qui est différent de quand c'est de la vidéo et quand on essaie de mimer le réel. Et, surtout que c'est de la fiction. Moi, je te parle pas de snuff et de trucs comme ça, tu vois. Moi, je te parle juste de l'approche, je suis un grand fan de Garcenis, des personnages. Oui, bah voilà. J'ai pas de problème avec la violence, c'est juste quand il faut que ce soit mis au service de quelque chose. Oui, mais tu vois, enfin, Garcenis qui a fait Crost, excuse-moi, Crost. Il y a un truc dans Crost, il y a une réflexion, il y a un truc qui est intéressant. Oui, enfin, la double page du premier numéro, elle était pas nécessaire. Je suis d'accord. Tu vois? Bah non, mais c'est pas vraiment pas nécessaire. Mais je te dis pas que Nemesis c'était pas une question nécessaire, c'était une question de c'était mal fait, quoi. C'est un point sur lequel on pourra continuer de discuter parce qu'on ne sera pas forcément d'accord, mais en tout cas, moi, je trouve que c'était le Nemesis, moi, c'est un personnage qui me plaît. Je trouve qu'en design, en plus, ça marche bien. Oui, par contre, ça, c'est une super idée. Donc, voilà. Moi, j'étais assez satisfait de cette lecture, donc, qui est disponible pour 19 balles chez Panini Comics. Et on va terminer avec le gros bouquin, de cette sélection. Et le gros, vraiment, on parle aussi d'objets en tant que tel parce qu'une fois de plus, 404 Comics nous a fait, enfin, 404 graphiques, maintenant, il faut dire, nous a fait vraiment un effort de. Non, il est pas là. Il est pas là. Oh, merde. Non.
nous a fait un effort de fab en nous sortant donc Arca de Van Jensen et de Jesse Lonergan, un titre de science-fiction où justement on parle de l'Arca, donc qui est un vaisseau qui a quitté la Terre, puisque d'ici donc c'est un récit d'anticipation qui nous explique que grosso modo la Terre est devenue invivable, ce qui est voilà, donc ça doit se passer d'ici, j'aime bien faire cette blague, hein, ça doit se passer d'ici 5-10 ans en fait, grosso modo. Et donc des personnes, des représentants un petit peu de tous les corps de métier les plus importants se sont associés pour construire un vaisseau et pouvoir quitter la Terre avec une colonie humaine en fait, et qui doit voguer vers une nouvelle Éden. D'ailleurs c'est un peu le sous-titre de l'album, afin que l'humanité puisse vivre ailleurs. Et dans l'organisation de ce vaisseau, en fait, les plus jeunes, ceux qui sont mineurs, qui ont pas encore atteint les 18 ans, doivent servir en fait, justement les maîtres de l'équipage et le reste de la population, de façon en fait à ce que l'ensemble de l'écosystème puisse perdurer. Puis là, on s'intéresse à l'une de ces jeunes filles. Rappelle-moi son prénom. Non. Effie, merci. Qui va en fait, qui va découvrir en fait, ce qui se passe réellement dans ce vaisseau, puisque bien entendu, les choses ne sont pas forcément comme elles nous sont présentées par ceux qui dominent, enfin ceux qui ont le pouvoir au sein de cette embarcation spatiale. C'est de la science-fiction. Alors pour une fois, je vais commencer puisque j'ai aimé la lecture en tant que telle. Parce que là aussi, comme pour Bermero sur Vicious Circle, il y a Jesse Lonergan au dessin et que c'est un esthète de la bande dessinée. Le mec est très 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 fort, tant par son style, qui a un côté ligne claire aussi, je trouve, assez franco-européen, on va dire, mais aussi avec sa science du découpage, en fait, toute cette petite case qui dépeigne l'action, la façon dont parfois les tuyauteries du vaisseau deviennent les gouttières, en fait, sur les planches et tout. Je trouve qu'il y a vraiment une forme de simplicité, parce que c'est pas ultra complexe, mais tu sens qu'il y a juste une façon exceptionnelle de raconter, en fait, de maîtriser l'art séquentiel. Et pour l'histoire, autant je trouve ça trop cool de faire un petit peu comme dans Shangri-La en fait, et c'est pas pour rien, je pense qu'il y a un verbatim de Mathieu Bablet sur la 4e de couve, mais d'avoir cette extrapolation en fait de ce que nos sociétés, vraiment la façon dont nos sociétés fonctionnent dans un plus petit microcosme en fait, pour qu'en fait on comprenne à une échelle plus petite en fait ce qui se trame vraiment, en fait ce qui se trame réellement sur des échelles de peuples et de sociétés. Donc là je trouve que le travail est très bien mené. Pareil sur la caractérisation, je trouve que vraiment on s'attache à tous les personnages, chacun a son rôle à jouer. Je trouve pas qu'il y ait d'archétype pas particulier ou forcément de rôle de personnage fonction. Je trouve qu'il y a vraiment chacun un petit peu quelque chose à apporter. Par contre, effectivement, sur l'intrigue en tant que telle, c'est ce que j'ai dit à Corentin quand je l'avais fini l'autre jour. Je fais, mais moi j'ai lu Barjavel, je t'ai dit quoi, et j'ai lu Bernard Werber, donc en fait le twist je l'ai eu au bout de 20 pages quoi, vraiment au bout de 20 pages je savais où le récit allait m'emmener, je savais vraiment ce qu'était la fin, vraiment j'avais la dernière page en tête, et c'est vraiment et elle m'est apparue telle que je me l'étais représentée, et ce qui m'a empêché d'être complètement emballé par le récit, d'être complètement surpris, parce que je n'ai pas surpris, et pour le coup je trouve qu'au final que Van Jensen je trouve que le propos est plus intéressant que l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'il raconte derrière l'histoire est plus intéressant que l'histoire en tant que telle, que je trouve assez facile, assez simple en fait, pour le coup, et forcément, et puis après de toute façon toutes les BD ne peuvent pas être des chefs-d'œuvre, et à l'égard de 404, quand tu commences l'année par quelque chose comme Au-dedans, c'est quand même difficile. Alors, bien sûr, on est sur des registres très différents. Hein. Non, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais en termes d'impression, en termes d'intensité et tout ça, mais ça aurait pu être un récit qui m'aurait scotché, tu vois, par un retournement que je n'aurais pas pu venir, qui m'aurait aussi pu me laisser vraiment une impression très forte. Mais quand tu démarres aussi fort avec un album qui était aussi prenant qu'au-dedans, c'est difficile, même dans un registre différent, de dire on va t'emmener à des strates émotionnelles ou des strates d'intérêt scénaristique, pareil. Donc, je suis un peu resté sur ma fin. Ce qui veut pas dire que l'album est mauvais, tu vois. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il soit mauvais. En plus, clairement, d'un point de simple, sur une approche beaucoup plus pragmatique, c'est toujours cette espèce d'équation de l'enfer inconnue. Tu te dis, mais comment Nicolas Beaujean, comment 404 Graphiques arrive à sortir de pareils bouquins avec ce prix-là aussi? Parce que je crois que
faut que je vérifie, mais je crois que c'est 22 € en fait pour un album, mais qui est énorme en fait, qui est comme là en ce début d'année avec les deux albums de 404 et ce que vient de faire Bliss aussi avec L'Œil d'Odin et Pirate Queen. D'ailleurs, faut qu'on parle de Pirate Queen dans le prochain. C'est vraiment on a vraiment des putains de beaux albums qui sont en grand format comme ça, qui sont travaillés sur leur fab avec un bon papier et tout, qui font vraiment plaisir à avoir dans une bibliothèque et tout ça. Là-dessus, c'est difficile de vous dire juste allez en bibliothèque, empruntez-le. Vraiment, t'as un peu envie de les posséder aussi, donc vraiment c'est difficile d'avoir aussi, tu vois, un jugement négatif quand tu vois aussi le soin qui a été apporté à la chose, et parce que c'est Lonergan et donc c'est très joli et tout ça. Moi quand même je suis un petit peu resté sur ma faim. Donc si vous comme moi vous avez tout lu de Barjavel et Werber, je pense que pareil vous allez très vite deviner, donc au moins restez pour le fond et restez pour le dessin, mais ne soyez pas trop n'ayez pas trop d'attentes en fait sur le déroulé. Voilà, bah pour le coup j'ai parlé. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ça. Voilà, je suis bon, t'as pas le droit de faire ce que je fais. Pour moi c'est peut-être plus une façon de ramener le Nargan en France pour Beaujouan que un blanc-seing à cette histoire-là, parce que il y a des trucs dedans qu'est-ce que c'est un blanc-seing, Corentin? Un blanc-seing, c'est quand tu donnes alors c'est compliqué. Alors, traduire une expression qui est autosuffisante, c'est compliqué. Arnaud. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est quand tu approuves unilatéralement quelque chose. D'accord. Tu vois, genre je te donne un blanc-seing, tu peux me casser la gueule si tu veux, je peux rien dire, tu m'as jeté mon blanc-seing. C'est carte blanche. Mais je ne le ferai pas, Corentin. Voilà. Ça veut aussi dire un truc de pureté. Bref, on va pas. Donc, qu'est-ce que tu disais? Je t'écoutais pas en fait. Non, si je t'écoutais. Oui, voilà. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu dis. Évidemment, l'histoire, elle est pas originale, dans le sens où c'est très écrit dans ses codes de fiction. Shangri-La elle-même n'avait rien inventé. Et, probablement que Bernard Werber non plus, tu vois. Oui, vas-y. Je dirais que Shangri-La avait... Genre, le Magicien d'Oz, c'est la même histoire, en fait. Oui, mais oui, tout à fait, bien sûr. Mais Shangri-La avait son nihilisme. Tu vois, qui me marquait, tu vois. Ouais. Que j'ai pas retrouvé là. Alors, je voulais pas que ce soit nihiliste à Arca, tu vois, mais même dans sa proposition de fin, ça me semble, c'était pas aussi abrupt, tu vois, il y avait pas aussi marqué, en fait. Moi, l'un de mes films préférés, c'est le Snowpiercer de Bong Joon-ho. Et en fait, c'est... Pardon. C'est ça, non, Alien Covenant, oui, tous les slashers pourris des années 2010 avec voilà. plein de connards qui décapitent des adolescentes. Voilà. Oui, voilà. Méprise-moi. Méprise-moi culturellement. Avec plaisir. Voilà, oui, c'est ton activité favorite. Exactement. Et c'est en fait tout à fait applicable à ce qui se passe dans cet album à 2 ou 3 niveaux. Cette idée en fait que la science-fiction de demain va trimballer avec elle les dérives et les problèmes de la société capitaliste, pardon d'utiliser le mot, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ou même en général des sociétés pyramidales. C'est-à-dire que c'est même pas qu'une question de capitalisme, c'est le totalitarisme, c'est aussi une société pyramidale. Les sociétés autocratiques en général, les royaumes, les clans avec un chef, etc. Il y a toujours cette logique de la pyramide, il y a le chef, et il y a ceux qui obéissent au chef, il y a les sous-chefs en dessous du chef qui profitent des avantages du système. Et on en arrive à une société où, du coup, après, il y a la classe moyenne, il y a la classe pauvre, il y a la classe aisée, etc., etc. Là, l'idée, en fait, c'est de dire que on part dans les étoiles. Ça veut pas dire que ça va changer. Voilà. Ça veut juste dire que il faut trouver de nouvelles façons de garder le peuple, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est du peuple, de garder le peuple sous contrôle sans la pression économique de l'argent. Parce que c'est pareil, ça, c'est un truc qui est de plus en plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs. C'est on taxe pas les riches parce que sinon ils vont se barrer, après on va tous être pauvres, etc. Tu vois. Du coup on les taxe pas. Voilà, du coup on les taxe pas, ils sont encore plus riches et on les pauvre. Voilà, c'est ça. Et là en fait cette logique là est tout à fait appliquée. C'est vraiment, il y a un dialogue comme ça, il y a un dialogue qui dit mais ok, on sauve l'espèce humaine, pourquoi pas, mais on va quand même pas partager le pouvoir. Ça va pas ou quoi? C'est nous les riches. Si on part dans les étoiles. Et puis c'est nous les sauveurs quelque part, donc toi aussi enfin ça c'est pareil, c'est les sauveurs parce qu'ils ont les moyens d'être les sauveurs, tu vois. Si on part vers les étoiles, il faut qu'on maintienne ce servage qui est passé par l'argent autrefois, qui doit passer par un autre truc aujourd'hui. Et c'est la résolution de ce truc-là qui est plutôt intéressante parce que la façon dont en fait l'héroïne Effie, donc c'est encore une fois, si vous prenez les codes de science-fiction classique, il y a toujours, que ce soit Repo Man, que ce soit ce que vous voulez, il y a toujours ce côté, la société science-fiction cyberpunk classique, elle est corrompue. Le héros, ou l'héroïne, c'est un mec qui fait son boulot, qui va tomber sur un accident ou un truc inhabituel,
et qui, en remontant cette piste, réalise qu'en fait, ce voile de contrôle et d'utopie ne marche pas parce que, en fait, c'est un mensonge qui a été positionné là pour nous programmer et nous contrôler. Et qu'en fait, si tu veux être libre, si tu veux combattre les tenants du pouvoir, il faut que la société s'effondre. Voilà. Et Snowpiercer, c'est ce même modèle, exactement le même modèle. Et plein d'histoires sont dans ce même modèle. Là, l'idée, ou même Matrix, hein. Là, l'idée, c'est la même chose, mais à bord d'un vaisseau spatial. Et donc, on va suivre, comme dans Shangri-La, le côté, il y a eu un crime à bord du truc, donc il faut remonter la piste, on va explorer différents coins du vaisseau, voir un peu des petites zones de vie, où on comprend qu'en fait, les settlers, je l'ai lu en VO, hein, pardon, j'ai pas vu l'édition encore 404, donc j'ai que le vocabulaire en anglais, les settlers qui sont donc les serviteurs des personnes fortunées, en fait, des survivants qui ont pris l'arche, qui sont montés à bord, en fait, à 18 ans disparaissent pour être des citoyens. Donc citoyens qui seraient libres aussi, sauf qu'on les revoit plus jamais. Évidemment que c'est facile à comprendre le twist. Évidemment que c'est facile à comprendre ce qui se passe vraiment. Mais ça n'empêche pas que, si tu veux, pour moi, c'est que ça reste quand même bien narré, c'est bien rythmé. La façon dont l'héroïne se libère, c'est pas juste en menant une enquête, parce que généralement, en fait, le héros cyberpunk, c'est pareil, c'est un héros qui est souvent très accidentel. Il a juste souvent pour lui tuer, quand tu prends Blood Moon. Il y a un peu de ça aussi. Blood Moon, on réalise qu'il y a un complot, et en fait, le héros, il a rien de particulier. C'est juste qu'il a un flingue, en fait. C'est ça qui fait que c'est le héros. Et il a un flingue, il veut pas se laisser faire. Là, l'héroïne, elle va se libérer son esprit, justement, de ce qu'on lui a enseigné, des arcanes qu'on lui a transmises, par la littérature. Et c'est un critère d'originalité par la lecture, en fait. Par la lecture, voilà. Elle apprend à lire. Ce qui fait que c'est pas juste une abrutie qui sait que obéir aux ordres, parce que les settlers, qui sont les esclaves, ne savent pas lire. Et c'est comme ça qu'ils sont maintenus sous contrôle. Parce qu'en fait, ceux qui ont la culture, ceux qui ont la science, c'est en fait les patrons, c'est en fait les riches. Mais c'est vrai par contre que c'est vraiment un message aussi qui est très bien mené sur l'asservissement par le savoir, en fait. Exactement. Voilà. Et là on pourrait se poser des paraboles avec les grandes écoles américaines de la Ivy League ou Stanislas à Paris. Enfin, on a eu ce débat il y a pas très longtemps, nous, en France, hein, justement, sur l'accès à l'éducation, comment ça se passe vraiment dans ces centres qui, en fait, forment la vraie, et comment tu auto-entretiens. Voilà. Regardez le film La Voie Royale, qui est vachement bien par rapport à ça, où justement on voit les prépas, où en fait les gens qui viennent de familles pauvres ont pas du tout les connaissances ou les compétences parce qu'on leur a pas transmis ça dès qu'ils étaient gamins. Ils ont pas de passe-droit, etc. Et faire normal sup, c'est compliqué, ou faire polytechnique, c'est compliqué quand t'as pas justement en fait les parents qui vont bien, les contacts qui vont bien, etc. Donc c'est des trucs qui sont super intéressants, à mon sens, dilués dans un format que t'as déjà vu. Et évidemment, comme pour le cercle vicieux, Vicious Circle, l'intérêt, ça reste quand même pour moi de découvrir Lonergan en VF. Parce que Lonergan, c'est un super artiste. Ça fait longtemps que moi, je l'avais découvert avec un post d'Elsa Chartier, je crois. Et j'avais lu Planet Paradise, qui est une super histoire. Qu'on avait traité sur le site, d'ailleurs, je crois. Ouais, il me semble. Et effectivement, en fait, c'est un mec qui fait bouger pas mal les lignes, au sens propre, dans la compréhension du découpage et de l'utilisation de l'espace case. C'est-à-dire que souvent, il fait des quadrillés qui servent à rien. Il fait des quadrillés qui servent à rien. Et en fait, il va faire un élément, ça va être une bulle de dialogue, un mouvement de doigt qui va casser les gouttières et qui va traverser comme ça. Sans que ça ait vraiment d'explication. Enfin, on sait pas pourquoi il fait ça, si c'est juste par esthétisme, si c'est juste parce que c'est logique dans son esprit que ce mouvement-là, en fait, transcende les pages qu'il traverse. Mais c'est les trucs qui vont, en fait, à l'envers de tout ce que Scott McCloud avait théorisé et tout. Enfin, c'est la case, c'est la case. Si tu passes d'une case à l'autre, tu fais comme Jack Kirby, tu fais un personnage qui enjambe la case ou qui met un point qui dépasse. C'est tout. Il y a pas de, comment ça s'appelle, c'est cette BD française qui est incroyable par rapport à ça, là. Tu sais, où un petit super-héros, je crois. Ah oui, c'est Imbattable. Imbattable, voilà. Ouais, Imbattable, vous la lisez, vous posez la BD, vous dites, ok, je ne comprends plus le monde des bandes dessinées. J'ai vu un truc. C'est trop fort, ouais. Voilà, c'est comme écouter, genre, imagine, t'es dans les 50, t'écoutes que du blues, d'un coup, il y a un mec qui te fait écouter du heavy metal. Voilà. Et rappelle qu'on a fait un podcast avec l'auteur de Imbattable, hein, justement. Voilà. Bah là, c'est pareil, en fait, tu comprends pas forcément pourquoi c'est génial la première fois, parce que tu lis, en fait, et que, il a une façon de te guider ton œil qui est très fluide, qui est très logique, qui est très organique. Et quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu fais pause, tu dézoomes un peu sur la page, là tu dis ah ouais quand même c'est chargé. Les scènes de course-poursuite qui ont lieu à la fin quand l'action s'agite un peu, c'est vraiment du génie. Enfin il y a une façon de faire tenir tellement d'éléments et encore une fois un truc super organique avec même des éléments qui ne servent à rien mais qui sont juste là pour te dire voilà l'ampleur de ce vaisseau. C'est extrêmement fort. Et comme tu dis en plus c'est une BD qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en Europe, des couleurs très légères, très douces. Pour le coup tu vois Shangri-La avait un côté plus froid, on va dire, enfin, je trouve que Shangri-La, c'est de la SF vraiment sociale, quoi. C'est rentre dedans. C'est les quartiers pauvres, c'est les quartiers pauvres. C'est la violence, quand elle arrive, elle est violente, elle est sale. Là, il y a quand même un côté plus léger, plus conte, plus rêverie, en fait, qui est très agréable.
et qui contraste justement avec le twist dont tu parles à la toute fin. Mais voilà, enfin après, je te dis, j'ai pas envie de le vendre comme l'album de l'année, hein. Évidemment que j'ai aussi préféré Au-dedans, et on vous conseille encore une fois de le lire si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est Van Jensen, tu vois, c'est pas un extraordinaire scénariste. Van Jensen, pour ceux qui voient pas, c'est le mec qui a fait beaucoup de Flash et de Green Lantern chez DC ouais. À l'époque des New 52. Il a pas fait 50 créations originales. Il en avait fait une avec Pinocchio qui tuait des vampires, je crois. Il a fait des trucs sympas chez Valiant aussi, de mémoire. Il a fait des trucs sympas chez Valiant aussi, de mémoire. Et voilà, enfin, c'est pas un mec dont on attend les prochaines créations, enfin, les prochaines nouveautés sur le marché indépendant avec impatience, voilà, quoi. Oui, là, c'est plus le dessinateur qui te met le pied à l'étrier et tu t'aperçois en chemin que t'as une histoire qui est bien. Il a fait un truc avec un propos qui est original, des petites références littéraires sympas. Il y a un match de MMA, donc moi j'étais content. Et voilà, tu vois, pour moi, ça fait le boulot et c'est graphiquement frais. Ouais. Il a fait un truc qui s'appelle Cryptocratie aussi chez Dark Horse. Il a effectivement fait ce fameux Pinocchio Vampire Slayer. Ouais, il les bute avec son nez. Mais c'est un truc complètement con. Ouais, puis il y a trois mini-séries hein, quand même de ce truc-là. Donc c'est quand même pas mal quoi. Mais ouais, sinon c'est vrai que c'était beaucoup enfin on connaît clairement moins en France son œuvre en indé de toute façon parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont été rapportés par rapport à son travail chez DC et chez DC surtout en fait ouais. Sur Green Lantern et Flash. Ouais. Du coup, j'aurais du mal moi à vous dire à quel point l'édition VF est réussie parce que je ne l'ai pas. Mais on peut faire confiance à 404 de ce point de vue-là. 404 graphique. Oui, non, mais ça, je te montre l'album après, mais oui, le travail, il est impeccable, hein. Il est aussi grand que un haut dedans, quoi. Enfin, c'est pareil, c'est épais, c'est du la couverture, elle est épaisse, t'as les effets de Geltex, je crois, c'est sur la couverture. Enfin, voilà, c'est soigné, ça, y a pas de problème. Mais justement, c'est dans cette période-là où on voit tous ces grands, beaux bouquins qui sortent et tout ça, tu dis, ouais, effectivement, t'as pas mal d'éditeurs, je disais 404 et Bliss en ce moment, qui sont là. Ils sont pas là pour sortir beaucoup de bouquins. Clairement, ils en ont 4 à 5 à l'année sur les indés et tout ça. Donc, effectivement, ils donnent tout ce qu'ils ont, en fait, sur ces trucs. Et c'est, je pense, si les libraires, je pense que c'est pareil, c'est que ça va avoir un impact sur les libraires qui vont les voir aussi, qui vont faire, putain, ils ont de la gueule, ces trucs. Donc, on va les mettre en facing, on va les laisser plus longtemps en rien, tout ça. Et donc, ça leur donnera sûrement une opportunité de trouver un plus large public, sachant que nous, on vous en parle. Et donc, si vous nous écoutez et que vous appréciez, que vous êtes plutôt d'accord avec nos avis ou que vous savez, voilà, comment vous aiguillez vos lectures en fonction de ce qu'on dit, bah j'imagine bien que vous irez les lire, tu vois, à défaut de les acheter. Mais l'idée, je pense aussi avec ces formats-là, et ça a déjà été dit aussi plusieurs fois dans ce podcast d'ailleurs, c'est justement d'aller vers les autres, ceux qui n'écoutent pas First Print, ceux qui n'écoutent pas de podcast d'ailleurs juste des lecteurs occasionnels de bandes dessinées franco-belges, de science-fiction, qui vont aller voir ça à côté, effectivement, de ce qu'on disait, d'un Frontier, d'un Shangri-La, de Negalia, de tout autre titre de SF, même tu vois, même pour moi, Arca, tu vois, quand tu regardes un peu, tu sais, les cycles de Aldebaran, de tout ce que faisait Léo et tout ça, pour moi, c'est pas complètement dissonant du tout, tu vois, c'est des choses qui peuvent se mettre en lecture, en porte-à-porte. Donc j'espère que au moins ça va trouver ses lecteurs. En tout cas, c'est dispo, moi je vous le recommande quand même, hein, même si j'ai pas été complètement renversé par le truc. Je trouve que c'est quand même une bonne lecture, c'est une bonne BD, et surtout, comme tu le disais, Corentin, ça vous permettra de découvrir Lonergan, parce que je crois pas qu'il ait été publié forcément en VF. Non, mais je crois pas du tout précédemment. Donc après, sa carrière est relativement récente aussi. Ouais, non, mais disons que voilà, maintenant qu'il y a eu Arca, j'espère que 404 fera aussi Man's Best qui démarre en VO avec le même Lonergan. On est toujours en plus de la SF mais avec des animaux, et c'est premier numéro lu, c'est hyper bien. Donc vraiment, on espère que ça arrivera par la suite. En tout cas, ça c'est dispo en librairie. Donc n'hésitez pas à faire un tour en librairie. On a mis des liens dans la description du podcast pour la VF. Vous savez qu'on a fait toujours ce petit partenariat avec Comic Zone. Si vous voulez commander chez eux, n'hésitez pas, ça nous fera un petit coup de pouce vu que ce sont des liens d'affiliation. Et pour le reste, on vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts, l'important c'est de le faire savoir. Donc vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, en parler à vos libraires s'ils ne connaissent pas par exemple. Et merci d'ailleurs aux libraires qui, en écoutant ces podcasts, aménagent leur rayon en fonction d'eux. Ça fait super plaisir chaque fois que voilà que nos podcasts vous servent un petit peu d'aiguillage. Ça nous fait toujours très très plaisir de voir ça. Puis il vous reste aussi, s'il vous reste des sous après être passé en librairie, vous pouvez aller sur notre Tipeee pour donner quelques petits euros de façon ponctuelle ou régulière. Ça nous permet de voir l'avenir sur le long terme, et je vous promets que pour la prochaine émission, j'aurai un ton plus enjoué. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.